Ça fait 5 ans que je reçois des scientifiques, des médecins sur Limitless. Je me suis formé à plein d'endroits différents. J'ai lu des centaines de livres sur le sujet. Je suis absolument passionné. Et la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que je ne sais rien. Plus j'étends mes connaissances, plus je m'aperçois de mon ignorance. Alors que dire des personnes qui passent pas autant de temps et qui diversifient pas autant leurs sources sur ces sujets? Ok, alors aujourd'hui, je te fais un petit épisode hors série de type questions-réponses où je réponds aux questions de la communauté. Alors, j'en ai reçu vraiment énormément. Je pense que j'aurais malheureusement pas le temps de toutes les traiter aujourd'hui dans cet épisode, mais j'ai décidé de les traiter par grande thématique. On va passer à peu près 20-25 minutes par thématique. Et puis, s'il en reste, eh bien, je referai un épisode de ce type-là, surtout si le format vous plaît. Donc, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous aimez ça. Et si c'est le cas, eh ben, j'en ferai un autre. Donc, les grandes thématiques, c'est la nutrition, la parentalité, le sport et le business / productivité, gestion du temps. Donc, je vais commencer par la nutrition. Donc, la première question, c'était: est-ce que tu as des astuces pour manger sainement et à petit prix? SMIC, famille nombreuse. Et donc, par exemple, j'achète mes légumes bio et mes œufs, mais pas le fromage ni la viande, sauf le foie de bœuf et la morue. Alors, déjà, je pense que de façon générale, le fait de manger des aliments bruts et non transformés coûte moins cher que de consommer des aliments ultra transformés, d'aller commander au fast-food ou ce genre de choses. Même si, évidemment, si tu m'écoutes, je doute que ce soit ton cas. Après, il y a plein de petits hacks, malgré tout, qui permettent d'optimiser un petit peu, d'améliorer la qualité de ce qu'on mange sans pour autant y dépenser des sommes folles. Je prendrai l'exemple du poulet. Par exemple, acheter un poulet entier label rouge, qui est quand même de meilleure qualité que le poulet élevé en batterie, eh bien, ça coûte exactement le même prix, le poulet entier, que des blancs de poulet justement élevés en batterie. Donc voilà, ça c'est un petit switch qui permet facilement d'avoir de la meilleure qualité et plus de quantité en termes de viande pour un prix inférieur. Et donc le poulet, évidemment, on va pouvoir manger toute la chair, mais on va également pouvoir récupérer les os pour faire du bouillon d'os. Donc moi, je garde mes carcasses au congélateur et quand j'en ai 3-4, je les fais bouillir avec de l'eau et du vinaigre de cidre pendant à peu près 24 heures. Et ça donne un bouillon d'os qui est à la fois excellent et en même temps riche en glycine et en collagène. Voilà, ça c'est un premier exemple. Les fruits et légumes, je préfère les acheter bio. Et lorsqu'on les achète bio, naturellement, ils se conservent moins longtemps. De fait, lorsqu'on est pile dans la saison, il y a entre guillemets une surproduction et donc ils sont obligés d'écouler rapidement les stocks. Donc naturellement, le prix au kilo a tendance à diminuer. Donc ça vaut vraiment le coup de les acheter pile au bon moment de la saison et pas un petit peu trop tôt ou un petit peu trop tard, où là, la production sera plus faible et donc naturellement, les prix auront tendance à être plus élevés. De la même façon, les paniers bio, on reçoit un panier, on ne sait pas trop ce qu'il va y avoir dedans, etc., sont généralement plus chers que de choisir ces fruits et légumes à l'unité. Donc voilà, il y a ça. Je pense que sur la viande, c'est vraiment important de choisir de la viande de très haute qualité, notamment pour le bœuf, d'acheter du bœuf qui est nourri à l'herbe. C'est évidemment ce que je défends avec Féroce, mais ça a un réel impact, outre le côté bien-être animal et environnemental, sur la qualité de la viande et notamment son profil d'acides gras oméga 3, oméga 6, sur les différentes teneurs en vitamines, en minéraux et en molécules potentiellement anti-inflammatoires vs pro-inflammatoires. Donc moi, la viande, c'est ce sur quoi je ferai pas d'économie, entre guillemets. Pour le poisson, je vois pas du tout d'intérêt de choisir des poissons bio. Je pense que de toute façon, qu'ils soient bio ou conventionnels, les poissons issus de la pisciculture sont une catastrophe, donc il faut pas les manger. Et donc je conseille plutôt de manger des petits poissons gras. On peut les acheter, par exemple, les sardines, tu les trouves en sac de 1 kg surgelés, entières, donc avec la tête, la queue, les viscères, etc. Alors certes, ça donne pas envie de les manger comme ça, mais tu les fais cuire 10 minutes à la vapeur douce, par exemple au vitaliseur de Marion. Ensuite, tu les mixes avec de l'huile d'olive et des capres. Le résultat est vraiment excellent, ça te fait une petite rillette et c'est hyper dense en micronutriments et ça coûte vraiment pas cher. Sinon, tu peux les acheter en boîte. Dans ce cas-là, je conseille de les acheter nature, donc juste conserver un petit peu avec leur eau de mer, parce que de toute façon, toutes les aromates, les huiles, etc. qu'ils mettent avec, c'est de la merde. Donc voilà, et donc si tu les achètes nature, il n'y a aucune logique ou intérêt à les acheter bio. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Ouais, sur les fromages, les produits laitiers. Alors là, il y a deux choses à voir. Je pense que il vaut mieux choisir des produits laitiers bio lorsque tu les achètes en grande surface, que tu connais pas trop la provenance, etc. Toujours dans cette logique que potentiellement bio, il y aura quand même une part de l'alimentation qui sera à l'herbe, qui sera plus élevée.
donc un meilleur équilibre d'acides gras, un meilleur profil d'acides gras. Mais si t'as pas les moyens d'acheter bio, tout simplement acheter du fromage de chèvre ou de brebis. De manière générale, les élevages de chèvres et de brebis sont mieux conduits, sont moins intensifs, et donc même s'ils sont pas bio, ils vont être potentiellement de bonne qualité. Et puis sinon, la meilleure solution, ça reste quand même de les acheter directement aux producteurs ou sur des circuits courts. Moi, je privilégie les fromages ou les produits laitiers ou les crus non pasteurisés, qui sont beaucoup plus riches en nutriments. Et voilà. Et dans ce contexte-là, surtout si c'est des fromages de type abondance, etc. Moi, j'habite à Évian, donc dans les Alpes, et donc c'est des vaches qui naturellement sont beaucoup plus à l'herbage, avec des caséines A2 plutôt que A1, qui sont qui posent beaucoup moins de problèmes, on va dire, allergiques. Donc voilà. Et donc dans ce cas-là, à partir du moment où elles sont à l'herbe, on s'en fiche qu'elles soient bio. Voilà un peu les trade-offs que je ferais. Ouais, voilà les trade-offs que je ferais. Et puis après, quand même, malgré tout, sur les fruits et légumes, je pense que c'est mieux de les acheter bio. D'un autre côté, voilà, si c'est pas possible, acheter des fruits et légumes non bio, si possible, quand même de saison et puis locaux, élevés en France, enfin cultivés en France. Et dans ce cas-là, bien les nettoyer ou éventuellement les éplucher. Tandis que quand je les achète bio, moi je les épluche pas, je les fais cuire directement à la vapeur, au vitaliseur, et puis j'accompagne ça d'une bonne viande, d'un filet d'huile d'olive, de sel non raffiné, un peu d'herbe sauvage, un fruit en dessert, et ça me fait un repas qui est très complet, très nutritif, et en réalité qui coûte pas si cher si on met ça dans une perspective globale de la semaine, et surtout si tu regardes la densité nutritionnelle. Parce que tu vois, par exemple, tu pourrais être tenté, je sais pas, d'acheter du jambon, tu vois, en grande surface, et puis tu vois ton paquet de jambon qui est peut-être vendu 2 €, tes tranches de jambon, mais au final, tu as 50 grammes de jambon, enfin, c'est que dalle, quoi. De la même façon, tu as potentiellement des aliments qui sont peu chers, mais riches en calories vides, donc dans lesquels tu auras peu de nutriments essentiels, de vitamines et de minéraux. Donc je pense que c'est beaucoup plus stratégique. Tu vois, par exemple, je parlais donc dans le haché féroce, on met du foie de bœuf et du cœur, par exemple. Dans les boulettes, on met des rognons. Ça donne vraiment une densité nutritionnelle absolument incroyable. Les 23 grammes qu'on met de foie de bœuf dans le haché féroce, ça équivaut à 4 kilos de légumes en vitamines et minéraux. Et donc, ça, c'est pour les gens qui aiment pas les abats. Mais si toi, ça te pose pas ce problème, que t'as pas ces barrières psychologiques, tu peux simplement acheter du foie de bœuf, des rognons, etc. C'est sous-valorisé, donc c'est vendu très peu cher au kilo. De la même façon que la langue de bœuf, tu vois, la langue de bœuf, ça donne pas envie du tout. Et pour autant, si tu la fais cuire, 3h30 dans de l'eau avec du thym et du sel, tu vas avoir un plat qui est hyper tendre. D'ailleurs, tu vois, donc tu la fais cuire comme ça. Ensuite, tu enlèves l'espèce de peau un peu rugueuse qu'il y a dessus. Tu la coupes en fines tranches comme un roast beef. Et ensuite, tu la sers froide avec un peu d'huile d'olive et de sel non raffiné. Eh bien, ça fait penser à un roast beef. C'est hyper tendre, c'est super bon. Tu peux aussi la préparer en bourguignon, d'ailleurs, ça fonctionne très bien. Et l'eau de cuisson, en fait, ça devient un bouillon qui est pareil, riche en collagène, qui est super bon, que tu peux utiliser. Et la langue de bœuf au kilo, j'ai pas les prix en tête, mais ça coûte vraiment pas cher. Donc il y a des morceaux comme ça qui sont sous-valorisés, qui sont hyper denses sur le plan micronutritionnel. Et si tu dépasses un petit peu tes barrières psychologiques en laissant de côté le fait que ça s'appelle de la langue, en réalité, la langue, c'est un muscle. Une fois que t'as coupé et que tu vois plus l'aspect physique, esthétique du truc, c'est juste de la viande qui est délicieuse, quoi. Voilà, bon, je crois que j'ai fait un peu le tour. On passe à la suite. Donc, tu as évoqué dans une newsletter t'alimenter en privilégiant la densité nutritionnelle versus les macros. Pourrais-tu préciser ce que tu entends par densité nutritionnelle ? La densité nutritionnelle, c'est typiquement la teneur en micronutriments, c'est-à-dire en vitamines et minéraux qu'on trouve dans les aliments. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'alimentation moderne est 4 fois plus pauvre en vitamines et minéraux que celle de nos ancêtres, pour plusieurs raisons. Déjà, l'appauvrissement des sols, qui fait que les fruits, les légumes sont moins riches en nutriments, et puis les animaux qui les consomment sont naturellement aussi moins riches en vitamines, parce que les vitamines, elles sont pas créées ex nihilo, elles sont créées à partir de leur alimentation. C'est d'ailleurs pour ça que je le redis, des animaux qui sont élevés à l'herbe, ça change vraiment tout en termes de qualité de viande et d'impact sur le métabolisme et la physiologie humaine. Bon, une fois que j'ai dit ça, donc ça c'est un premier sujet. Le deuxième, c'est que on a potentiellement une vie qui est beaucoup plus stressante, moins bien équilibrée à plein de niveaux, ce qui fait qu'on a une consommation accrue de certaines vitamines, certains minéraux, comme la vitamine D, le magnésium, le zinc notamment.
Et le troisième point, c'est qu'on a des capacités d'absorption de ces micronutriments qui est plus faible, lié au fait que notre microbiote est potentiellement en mauvaise santé, souvent attaqué par des choses comme le gluten, etc., par les perturbateurs endocriniens, par les microplastiques, par les polluants de toutes sortes. Donc voilà, donc on a un statut micronutritionnel qui est vraiment plus faible que celui de nos ancêtres. Or, ces vitamines et minéraux, eh bien, elles fondent en fait la construction de toutes les protéines du corps. C'est ce qu'on appelle des cofacteurs. Donc, si ton corps, tu imagines comme une maison, eh ben, les briques de cette maison, ce sont les protéines. Donc, les protéines, c'est vraiment les briques de la maison. Et le ciment qui permet à tout ça de tenir, et puis aussi la truelle, etc., qui permet de construire le mur correctement, eh ben, ça, c'est les vitamines et les minéraux. Donc, il y a Bruce Ames qui a montré que lorsqu'on n'a pas suffisamment de vitamines et de minéraux, de certaines vitamines et de certains minéraux, eh bien, le corps va privilégier ses fonctions de survie à court terme et invalider celles qui lui permettraient de vivre plus longtemps et de maximiser son potentiel. C'est assez logique parce que ça sert à rien de penser à la longévité si demain t'es mort. Mais ça veut dire que, eh bien, en étant chroniquement carencé, on sacrifie potentiellement des tas de processus physiologiques qui pour autant sont hyper importants. Donc plutôt que d'essayer de viser une telle quantité de protéines, de glucides, de lipides, je me dis plutôt, quels sont les aliments qui sont les plus intéressants sur le plan micronutritionnel. Et par ailleurs, en général, il s'avère que c'est aussi les plus intéressants en termes de macronutriments. Parce que par exemple, si tu regardes le top 5 des aliments les plus riches, les plus denses d'un point de vue micronutritionnel, tu vas retrouver la viande rouge, les petits poissons gras, les abats et les œufs. Tu vois, c'est que des aliments et les fruits de mer, tu vois. Et c'est que des aliments en fait qui appartiennent au règne animal et donc qui vont apporter des protéines de qualité. Je pense que chroniquement on mange trop peu de protéines et que les recommandations générales liées à la consommation de protéines sont largement sous-estimées pour atteindre un état optimal de santé. Et il y a beaucoup d'auteurs, notamment américains, qui abondent dans ce sens. Même en France, tu vois, tu as les livres de Gabrielle Lyon ou du docteur Georgia Ed, quelque chose comme ça. Bref, qui en parle. On en parle de plus en plus. Alors, je suis pas du tout en train de dire qu'il faut avoir un régime carnivore, mais les recommandations normales, je crois que c'est 0,8 grammes par kilo de poids de corps. Je pense que tout le monde devrait être au moins à 1,2 et pour les sportifs, potentiellement 1,6, 1,8. D'ailleurs, on a longtemps cru que c'était surtout pour les pratiquants de musculation, mais de nouvelles études ont montré que dans les sports cardio et d'endurance, on avait autant besoin des protéines et notamment les jours off pour la reconstruction des tissus. Et donc, ces études montraient que l'idéal, c'était de consommer 1,8 g par kilo de poids de corps, ce qui est aussi important que pour les sports de force et de musculation. Bref, je m'égare, mais donc voilà, on voit que ces produits les plus denses nutritionnellement parlant sont aussi les plus riches à la fois en protéines et en lipides, en graisses de qualité. Parce qu'en réalité, le seul macronutriment dont on peut vraiment se passer, c'est les glucides. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas du tout en manger, je suis pas en train de dire qu'il faut être cétogène, mais les glucides, en fait, le corps a plein de mécanismes qui lui permettent de transformer des lipides en carburant ou des protéines en carburant. Tandis que construire des lipides à partir de rien, il n'est pas capable, et construire des protéines à partir de rien, il n'est pas capable. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont essentielles à apporter à notre corps. Donc tu vois, si tu veux, cette approche de densité nutritionnelle, en fait, rejoint les impondérables en termes d'optimisation des macronutriments pour la santé humaine. Donc voilà ce que j'entends par densité nutritionnelle. Donc on pourrait aussi citer les algues, tu vois, et puis potentiellement certains les fruits et légumes bruts de saison variés qui eux vont être moins riches en vitamines et minéraux mais vont apporter des antioxydants et des fibres intéressantes. Les herbes sauvages aussi telles que le thym, etc., qui sont à la fois des espèces d'antibiotiques naturels qui rééquilibrent un peu le microbiote, qui tuent un peu les bactéries pathogènes et développent les bonnes. Et de l'autre côté, et en plus de quoi, qui ont une action antioxydante, notamment sur la cuisson des viandes, etc., qui réduit la création de composés potentiellement cancérigènes. On pourrait citer tout ce qui est lactofermenté, qui va aussi enrichir et soigner le microbiote, le kéfir, etc. Et même, pourquoi pas, j'en parlais précédemment, si on les tolère, les produits laitiers au lait cru, non pasteurisés, qui sont très, très riches, très intéressants sur ces points-là. Donc, question assez basique. Manges-tu de la viande tous les jours? Et sinon, quels sont tes apports en protéines? Alors, pendant un temps, j'étais plutôt végétarien. J'ai essayé d'apporter beaucoup de mon apport protéique en source végétale, soit avec des protéines en poudre, soit avec des mélanges de légumineuses et de céréales. Je me suis aperçu que ce régime était absolument pas
adapté à ma physiologie parce que j'étais souvent lourd, ballonné, j'avais moins d'énergie, mes marqueurs métaboliques d'ailleurs quand je faisais des prises de sang et que je regardais mes carences étaient pas top. C'est normal en fait, les sources végétales en réalité sont riches en antinutriments, les protéines sont moins biodisponibles, les acides aminés sont moins bien équilibrés, donc voilà, donc il y a tous ces aspects-là et puis en plus les protéines animales sont plutôt un mélange de protéines et de lipides, tandis que les protéines végétales sont plutôt un mélange de protéines et de glucides. Et donc, c'est naturellement un régime à tendance pro-végétarienne et naturellement beaucoup plus riche en glucides. Et les glucides ont un impact sur l'énergie, sur les fluctuations, notamment de l'insuline, etc., qui sont complètement différents. Donc voilà, donc ça me convenait moins bien. Donc aujourd'hui, c'est vrai que 100% de mes protéines viennent de sources animales. Donc typiquement, je mange généralement 2-3 sardines le midi avec 3 œufs, par exemple. Un produit laitier, donc soit un yaourt de brebis ou de chèvre, soit un morceau de fromage au lait cru. Donc ça va être mes apports protéiques du midi. Et puis le soir, ça va être 200 à 300 grammes de viande, donc soit du poulet, soit du bœuf de qualité. À noter que quand je mange du poulet, je mange tout. Je mange aussi la peau, les viscères, etc. Et puis dans la carcasse, je vais chercher tous les petits morceaux, etc. que les gens normalement mangent pas. Donc j'exploite vraiment bien ma carcasse de poulet. Et donc voilà, donc ça va me faire, tu vois, si on se dit que 100 grammes d'un aliment, ça te fait une portion protéique, bah ça me fait 3 portions protéiques le soir avec ma viande. Et puis 2 le midi, donc 3 œufs, ça fait à peu près une portion. 3 œufs avec le petit bout de fromage, ça fait une portion. Et puis mes 3 sardines, ça fait une autre portion. Donc ça me fait 5 portions protéiques par jour, ce qui correspond à peu près à une teneur entre 130 et 120 et 150 grammes de protéines par jour, alors que je fais 80 kilos. Donc voilà, tu vois, je suis, ce que je disais tout à l'heure, entre 1,5 et 1,9 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Alors, une autre question. Je mange animal-based depuis 1 an. Mon cholestérol total a explosé, surtout à cause du LDL. Est-ce normal? Jusqu'où est-ce sain? Et que penser de la vision actuelle du cholestérol? Alors ça, c'est un sujet hyper intéressant et assez complexe. Donc, les médecins traditionnels regardent surtout le LDL comme un marqueur de risque cardiovasculaire. C'est ce qu'on appelle typiquement le mauvais cholestérol. En réalité, le LDL, normalement, il est quand même plus conséquence de la consommation de sucre, de glucides, que de graisse, et notamment de graisse saturée. On a souvent tendance à penser que les graisses saturées, comme il y a le mot saturé, vont saturer et boucher nos artères. En réalité, c'est faux. On les appelle saturées simplement parce que leur structure moléculaire fait que chaque atome carbone est utilisé, donc elles sont parfaitement stables. On devrait utiliser plutôt le mot stable que saturé d'ailleurs. Et donc, en fait, l'apport de graisse saturée, de cholestérol, entre guillemets, n'a que peu d'impact sur les niveaux de cholestérol sanguin. La plupart de la production est endogène. Par contre, ce qui se passe quand on mange des glucides raffinés, c'est que la glycémie augmente, donc on a plus de sucre circulant dans le sang. Et lorsque les stocks de glycogène dans les muscles et dans le foie sont déjà remplis, eh bien, le foie va transformer ces sucres en triglycérides et les transporter avec des petits camions, tu vois, pour les stocker dans les cellules adipeuses. Et c'est ces petits camions, les VLDL, et puis qui sont en fait transformés en LDL. Bon, on va pas compliquer les choses, mais donc grosso modo, qui augmentent le LDL cholestérol, qui est considéré comme le mauvais cholestérol. Donc voilà, c'est plus les glucides que les graisses. Et donc concrètement, c'est pas le chiffre brut qui compte, c'est vraiment le contexte métabolique. Donc ce qui peut se passer quand tu as une diète qui est animal-based, quand tu diminues les glucides, naturellement, tu baisses les triglycérides. Et en fait, c'est vraiment les triglycérides qui sont un problème. Et donc, tu augmentes tes graisses saturées, ça peut augmenter un peu ton cholestérol LDL et HDL circulant. Donc, en général, les deux augmentent de concert le, entre guillemets, bon et mauvais cholestérol. Donc, le cholestérol total monte. Mais les marqueurs secondaires, qui sont en réalité les plus importants, donc l'inflammation et puis les triglycérides sur HDL, ont tendance à s'améliorer. Donc voilà, donc ce que dit la science émergente, c'est que le LDL isolé n'est pas un indicateur fiable sans contexte. Et donc il y a une étude de 2020 là que j'ai notée qui montre que le LDL élevé avec une CRP basse, donc la CRP c'est ce qui permet de mesurer le niveau d'inflammation du corps, l'inflammation de bas grade, et que tu as un bon ratio de triglycérides sur HDL, eh bien, c'est pas associé à des risques cardiovasculaires ni à une surmortalité. D'ailleurs, en fait, c'est vraiment les LDL oxydés et les petits LDL denses liés à un terrain inflammatoire ou à une insulinorésistance, qui sont les plus dangereux.
Donc voilà, donc il faut vraiment remettre les choses en perspective. Et donc c'est sûr que si tu te bases juste sur les analyses labo et que tu extrais tout ça des autres marqueurs métaboliques et puis du contexte, en l'occurrence une alimentation qui est relativement low carb et parce que animal based et donc pauvre en glucides, eh bien tu passes à côté du truc et tu dis que c'est potentiellement un problème. Mais voilà, donc globalement les marqueurs vraiment pertinents, c'est triglycérides sur HDL inférieur à 2, CRP basse inférieur à 1, ce qui montre que l'inflammation systémique est faible. Et puis après, tu peux regarder éventuellement les LDLP ou l'ApoB, qui montre le nombre de particules plutôt que la quantité de cholestérol. Et puis la sensibilité à l'insuline, parce qu'en réalité, le cholestérol, il pose des problèmes que si tu as une mauvaise gestion de l'insuline. Sinon, il n'y a pas vraiment de lieu de s'inquiéter. Je bois un petit coup. Alors, j'avais une autre question un peu dans le même genre, qui cette fois-ci ajoutait une notion génomique. Donc, est-ce que tu as mis en place un plan alimentaire correspondant à ton génotype? Et donc, la personne explique qu'elle a effectué des tests auprès du laboratoire du docteur Mouton. Donc, il est ApoE3E3, DIO2 hétérozygote, AMY1A ancestral. Bon, pour tout ça, j'ai fait une formation qui s'appelle ADN Décode avec Georges, qui permet vraiment de comprendre comment tester son génome, quelles conclusions en tirer, comment adapter son plan alimentaire et l'individualiser en conséquence, et puis aussi quels sont les marqueurs sanguins à suivre pour optimiser vraiment tout ça de façon autonome sans avoir besoin de passer par un médecin fonctionnel. Et donc, il me dit qu'il est censé consommer plus de lipides que de glucides. Donc, effectivement, parce qu'il a un terrain qui est plus chasseur-cueilleur que humain moderne. On voit qu'en fait, l'évolution humaine s'est faite à plusieurs vitesses depuis le néolithique, donc depuis la révolution agricole, et qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui sont plutôt adaptés à l'alimentation moderne, et puis d'autres qui sont plutôt restés en mode chasseur-cueilleur, quoi, homme préhistorique. Donc, lui, visiblement, il est plus homme préhistorique. Donc le souci est que j'ai toujours fonctionné avec beaucoup de glucides et peu de lipides, à l'inverse donc de ce que je suis censé faire. Quel est ton avis sur ce que je devrais entreprendre? À noter que mon LDL oxydé est élevé, mais que mon HDL l'est également. Mes triglycérides sont basses et mon indice OMA est bon. Donc voilà, donc déjà les triglycérides sont basses, c'est bien. Alors là, il dit que, je sais pas s'il se trompe, s'il parle du LDL ou du LDL oxydé. Le LDL, s'il est oxydé, c'est pas bon. Mais en général, ça arrive plutôt si les triglycérides sont élevés, donc c'est un peu particulier. Mais donc voilà, mais donc si le LDL est élevé et que le HDL l'est également, il y a un bon équilibre entre les deux. La problématique, c'est quand le LDL est élevé, le HDL est bas, ou quand les triglycérides sont élevés. Donc dans tous les cas, dans son cas, étant donné son profil génomique, j'aurais quand même plutôt tendance à lui conseiller de migrer vers une diète plutôt low carb. J'ai quand même l'impression, et ça c'est une conclusion à laquelle j'arrive même sans faire de test génomique, après en avoir parlé avec Anthony Berthoud, avec le docteur Mouton, avec plusieurs nutritionnistes, scientifiques, etc., qu'on a quand même tendance à manger beaucoup trop de glucides, eu égard à nos styles de vie modernes. Déjà, il faut quand même se dire que tout ce qui est céréales, pseudo-céréales et légumineuses, ça n'existait pas à l'ère du paléo. Et ça a la particularité d'être très dense sur le plan énergétique. C'est-à-dire que si tu veux avoir la même quantité de glucides avec des fruits ou des légumes, il faudrait vraiment en manger une tonne. Donc il faut vraiment se dire que ça, c'est des concentrés d'énergie. Donc c'est un peu un carburant d'élite qui peut faire un sens dans un contexte d'entraînement sportif, tu vois, avant une séance intense, etc., pour remplir les stocks de glycogène, mais sur le long cours au quotidien, y a très très peu de choses qui le justifient, surtout avec nos emplois du temps qui sont quand même majoritairement sédentaires. Tu vois, même moi, je marche en moyenne 15 000 pas par jour, je m'entraîne une dizaine d'heures par semaine, ma base, elle est low carb. Les deux seules fois dans la semaine où je vais manger plus de glucides, c'est donc en fait, ça fait 4 fois, c'est la veille au soir et le repas du midi qui précèdent mes séances intenses. Et donc, j'ai 2 séances intenses par semaine. Et donc, il y a 4 repas un peu stratégiques, donc les 2 qui précèdent, à noter que je fais le jeûne intermittent, qui sont vraiment stratégiques et qui me servent à refaire mes stocks de glycogène. Et sinon, tous mes autres repas, c'est des repas low carb. Donc, quand je dis low carb, c'est pas cétogène, mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des légumes de qualité, des protéines animales de qualité, des graisses de qualité, donc huile d'olive, suif de bœuf, avocat éventuellement. Éventuellement, certains oléagineux, attention, parce qu'il y en a qui sont riches en lectine, etc. Donc, moi, j'aime bien les noix de macadamia. Et puis un fruit en dessert. Donc tu vois, je suis pas en train de me dire non, je mange pas de fruits. L'idée c'est pas d'être cétogène, tu vois, mais quand même il y a pas de céréales dedans, quoi. Donc voilà, on me demande si je continue à faire des prises de sang régulières. Là justement, je vais en faire une avec le docteur Mouton et on va la débriefer ensemble en live dans un podcast. Je pense que ça va être hyper intéressant. Quel bilan sanguin génétique demandé? Ça, j'ai fait une formation, j'en ai parlé, ADN Décode avec le docteur Mouton pour voir tout ça.
Mon avis final sur les tests sanguins de Zero Health, qui maintenant s'appelle Lucis, je crois. Mon avis final, il est, pour être honnête, pas hyper positif. Je trouve que la promesse est géniale. Ils arrivent à te permettre de faire des tests assez complets pour pas très cher. Franchement, je sais pas comment ils ont réussi avec les labos à négocier ça, parce que normalement, c'est des analyses qui devraient coûter beaucoup plus cher. Mais la problématique, c'est ce dont je parlais tout à l'heure avec la personne qui était animal-based là et qui avait des taux de cholestérol élevés. Bah, typiquement, tu fais un test avec Lucis, il voit ça, il dit bah t'es en dehors des normes labo, donc potentiellement t'as des risques cardiovasculaires, etc. Il va pas avoir une approche individualisée en tenant compte de l'anamnèse, du terrain individuel, de la génétique, de comment t'as vécu les 1000 premiers jours de ta vie, de la quantité de sport que tu fais chaque semaine, de tes éventuelles sensibilités à certaines ou allergies, etc. Enfin voilà. Donc, si tu veux, ils ont essayé de faire un truc qui est semi-automatisé pour personnaliser ton alimentation, mais le fait est que l'IA, de mon point de vue, est pas encore suffisamment puissante que pour prendre en compte ces différents aspects. Et donc, ça te donne des recommandations qui parfois sont mal adaptées au terrain individuel et que tu vas pour autant prendre comme acquises ou en tout cas leur donner plus de confiance parce que ça repose sur des marqueurs sanguins. Mais ces marqueurs sanguins, ils sont interprétés selon une base de connaissances que eux ont choisi et qui souffrent d'un biais de sélection. Parce que, il y a des avis contraires, d'autres gens qui pensent autre chose, etc. Et tout ça, c'est pas pris en compte, outre le terrain dont j'ai parlé. Donc, tu vois, sur certains marqueurs, ils vont te dire, par exemple, je sais pas, je te prends un exemple avec les hormones thyroïdiennes. Potentiellement, ils vont te dire que tes niveaux de T3 actifs sont trop bas, donc potentiellement, tu as une hypothyroïdie, alors que si tu as une alimentation plutôt low carb, tu as besoin de moins d'hormones T3 pour gérer ton métabolisme. Donc naturellement, c'est normal en fait que tes niveaux de T3 soient plus bas. Ce qui par contre serait un problème dans une alimentation beaucoup plus glucidique. Voilà, tu vois, c'est pareil si tu as fait un gros entraînement, une course d'endurance par exemple longue ou ce genre de choses, potentiellement tu vas avoir certains marqueurs métaboliques qui vont être modifiés, tu vas avoir des taux de testostérone qui peuvent être plus bas. Alors voilà, tout le contexte en fait n'est pas pris en compte. Et donc, pour moi, ça aboutit à une lecture qui est imparfaite et qui peut nous mener à des conclusions qui sont peut-être à l'inverse de celles qu'on devrait en tirer. Voilà, donc comment faire la part des choses sur les sujets de nutrition, sport, quand beaucoup de gens disent des avis contradictoires, que de nombreuses informations sont données par des influenceurs et non de réelles connaissances sur le sujet. Déjà, être humble, comprendre qu'aujourd'hui, peu importe les gens qui prétendent avoir la science infuse et comprendre le vivant, la réalité, c'est que, tu vois, en fait, il y a un problème, c'est que le réductionnisme, c'est l'idée de séparer les structures de leur ensemble pour les étudier de plus en plus précisément et en tirer des apprentissages scientifiques. Ça nous a permis vraiment de développer une connaissance du vivant, des lois de la biologie, des principes élémentaires du vivant et même de la physique, etc., qui sont hyper utiles aujourd'hui, mais qui nous font perdre de vue déjà l'aspect systémique. Donc c'est un peu le problème notamment tu vois, des compléments alimentaires, etc., ou des poudres comme Feed. Tu vois, Feed, ils disent oui, on a mis toutes les vitamines dedans, etc. Sauf qu'un aliment, normalement, les nutriments, ils existent dans ce qu'on appelle une matrice cellulaire. Et dans cette matrice cellulaire, il y a tout un tas de choses, tu vois, qui font que le corps les reconnaît, les traite correctement et les assimile correctement. Et dans ce tas de choses, entre guillemets, il y a une certaine organisation des molécules, il y a une synergie entre certaines vitamines et minéraux, il y a des antagonismes avec des nutriments et des antinutriments, et tout ça fonde une espèce d'équilibre qui a toujours coexisté et coévolué avec nous, avec l'espèce humaine. Et donc notre physiologie est adaptée à traiter ce type d'aliments. À l'inverse des produits ultra transformés qui sont absolument pas reconnus par l'organisme et donc qui vont pas forcément générer les bons niveaux d'hormones, d'insuline, d'enzymes pancréatiques, etc. pour être correctement digérés, ou des compléments alimentaires. Je dis pas qu'ils sont forcément à jeter, mais à mon avis doivent être individualisés selon des réalités objectives. Et il faut quand même bien noter qu'un complément alimentaire, ça a beau être une molécule qui peut ressembler à la molécule d'origine, c'est une molécule chimique qui n'est pas exactement la même et qui est apportée à des niveaux qui n'existent pas dans la nature et qui normalement dans la nature coexistent avec d'autres. Donc il y a vraiment cet effet synergique, et le tout est plus important que la somme de ses parties. Donc c'est la raison pour laquelle, avec Féroce notamment, je défends une alimentation qui est brute, à haute densité nutritionnelle, et pour moi ça n'a rien à voir avec le fait de prendre des multivitamines ou des multiminéraux. Et donc, ce réductionnisme, il nous donne l'illusion de comprendre et pire, de maîtriser le vivant. Moi, ça fait
5 ans que je reçois des scientifiques, des médecins sur Limitless, je me suis formé à plein d'endroits différents, j'ai lu des centaines de livres sur le sujet, je suis absolument passionné, et la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que je ne sais rien. Plus j'étends mes connaissances, plus je m'aperçois de mon ignorance. Alors que dire des personnes qui passent pas autant de temps et qui diversifient pas autant leurs sources sur ces sujets? Tu vois, aujourd'hui, il y a un peu ce côté toutologue où les gens donnent leur avis sur tout. Ben, je pense que chaque sujet, pour pouvoir avoir un avis objectif, nécessite à la fois beaucoup de recherche et puis une approche très humble des choses. Donc moi, je te partage ce que je fais, ce qui fonctionne pour moi, la synthèse de ce que j'ai pu lire ou entendre auprès de toutes les personnes avec qui j'ai discuté, mais je prétends pas avoir la vérité. Et je pense, je la cite souvent, mais j'adore cette phrase d'Elisa Marceau qui disait « Les vérités d'aujourd'hui sont les mensonges de demain ». Alors, une fois que j'ai dit ça, comment est-ce qu'on s'y retrouve? Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas se tromper. La première, c'est revenir à une espèce de sagesse ancestrale, tu vois, ce qu'on a toujours consommé, ce qui existait déjà il y a 1000 ans, que l'humanité qui a coévolué avec l'humanité, et bien déjà en faisant ça, tu règles 90% des problèmes. Donc plutôt que de t'intéresser à la quantité de macronutriments, de vitamines, de machin, etc., demande-toi, est-ce qu'il y a 1000 ans, le produit que je suis en train de manger, il existait déjà? Si la réponse est non, potentiellement, tu devrais peut-être pas le manger. Peut-être que tu pourrais le manger et peut-être qu'il pourrait te faire du bien, mais personne aujourd'hui ne peut te l'affirmer. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est s'intéresser plutôt aux principes du vivant, donc comprendre la physiologie, plutôt qu'à des dogmes. Plutôt que de dire, voilà, j'ai lu que le cétogène, ça pouvait améliorer ceci ou cela, que la diète carnivore, ça pouvait améliorer ceci ou cela. Essayer de comprendre vraiment, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue physiologique, dans ton estomac, dans ton assimilation des nutriments? Quelle est la réaction métabolique, hormonale, etc.? Quelles sont toutes ces cascades? Et là, tu développes ce qu'on appelle une autonomie de pensée, parce que tu comprends les principes sous-jacents, tout en sachant que ces principes, aujourd'hui, on n'en explique qu'une petite partie. Et d'ailleurs, ça me permet de faire une parenthèse sur le cerveau, parce qu'aujourd'hui, tu vois, on parle de TDAH, de HPI, etc. C'est pareil, là, on a une compréhension du cerveau, de la conscience, etc., qui est extrêmement faible, et donc du coup, penser qu'on peut résumer les caractéristiques, la personnalité ou le fonctionnement du cerveau d'une personne en faisant un test de 60 questions par un psychologue en 1 heure, c'est une folie. Donc voilà ce que je pense là-dessus. Et donc, qu'est-ce que tu conseilles pour cultiver scientifiquement sur ces sujets, la nutrition, le sport, de manière complexe, mécanismes moléculaires, etc. Je te recommande le centre de l'Hormèse de mon ami Pierre Dufraisse, qui, de mon point de vue, est vraiment la meilleure formation sur le sujet, qui en plus a une vision systémique, donc tu vas avoir des trucs sur la physiologie, la nutrition, la biologie, etc., mais aussi une compréhension un peu plus philosophique, des choses liées à l'hormèse, au bouddhisme, au lien entre justement le bouddhisme, la méditation et les neurosciences, à la poursuite des objectifs, enfin voilà. Donc vraiment, j'aime cette vision un peu en arborescence qui fait des liens entre plusieurs choses. Donc il y a ça qui est hyper intéressant. Si tu veux creuser et vraiment aller en profondeur, mais là ça devient technique, t'as les travaux d'Elisa Marceau, je sais plus comment ça s'appelle, mais si tu tapes Elisa Marceau, roue de la transformation, des choses comme ça, elle pour le coup elle est vraiment calée sur tous les fonctionnements physiologiques, mais là c'est plus complexe quoi. C'est moins accessible, mais très intéressant. Sur les neurosciences et le fonctionnement du cerveau et nos processus décisionnels, j'ai beaucoup aimé la formation de BMO de Guillaume Mathias, surtout les niveaux Prat 1 et Prat 2. Ça, c'est vraiment un truc que je recommande. Et voilà, je pense que c'est pas mal. Bon allez, il restait des questions sur la nutrition, mais je vais enchaîner parce que le temps passe et ça fait déjà plus de temps que ce que j'avais dit consacré à ce sujet. Ok, donc ensuite, la parentalité. Bon, on reparle encore un peu de nutrition. Ce que je donne à manger à mes enfants, c'est simple, je leur donne la même chose qu'à moi, sauf qu'eux, ils font pas de jeûne intermittent, mais ils prennent pas de goûter, par contre, contrairement à beaucoup d'enfants à l'école. Donc concrètement, le matin, c'est souvent œufs, avocats, omelette salée, donc avec un peu de fromage, voilà, une omelette avec un peu de fromage, éventuellement quelques oléagineux, 2-3 tomates ou ce genre de choses avec. Et puis parfois c'est juste un œuf au plat avec une tranche de pain au levain naturel. Attention, je précise bien levain naturel parce que maintenant il y a des industriels qui ont été malins qui disent que c'est du pain au levain alors qu'il y a de la levure avec, ce qui invalide complètement le truc. Voilà, ça peut être des omelettes sucrées. Dans ce cas-là, je vais mélanger les œufs avec, par exemple, des petits morceaux de pommes et du chocolat noir à 90. C'est super bon. Et donc voilà, globalement, ça ressemble à ça. Le midi, elle mange à la cantine. Donc j'ai pas de contrôle. Et puis le soir, elle mange comme nous. Donc des légumes de saison,
une bonne portion de légumes de saison, une bonne portion de protéines de qualité, un fruit en dessert, et éventuellement un petit morceau de fromage, et puis voilà, très simple. Et donc elles mangent pas de goûter, ni le matin, ni l'après-midi. Elles en ressentent pas le besoin, c'est pas moi qui les en prive, probablement parce que on sait que déjà les protéines ont un effet satiétogène plus important, ça c'est un premier point. Et deuxièmement, que le corps en fait il est un peu programmé pour aller rechercher les nutriments qui lui manquent. Donc à partir du moment où tu as une alimentation qui est plus dense en nutriments, ben naturellement tu as un peu moins faim parce qu'en fait c'est un peu comme s'il avait déjà coché et rempli les cases. Et le troisième point, c'est que c'est une alimentation qui induit quand même moins de pics de glycémie. Elle mange aucun gâteau, jus de fruits, etc. D'ailleurs je suis un grand, je suis très très critique envers les jus de fruits, les sodas et toutes ces merdes qui, de mon point de vue, sont banalisées et donnent l'impression que c'est pas si grave alors que c'est une catastrophe. Et donc, étant donné qu'il n'y a pas de fluctuation de la glycémie, eh bien, potentiellement, elle n'a pas de fringale 2 heures après, à 10 heures. Donc, elle n'a pas spécialement besoin d'un goûter et elle ne ressent pas le besoin, quoi. Est-ce que je suis regardant sur ce que mes enfants mangent? Bah oui, en tout cas à la maison. Je pense que c'est important de leur donner des bases, une explication et une compréhension de la nutrition. Donc on me demande notamment quand ils sont invités chez des copains-copines. Bah non, elle mange ce qu'elle veut. Mais il y a deux choses qui se passent. Alors copains-copines ou chez les beaux-parents, etc. Il y a deux phénomènes qui sont intéressants à observer. Le premier, c'est que comme elles sont moins habituées au goût sucré, parce que concrètement, à la maison, le sucre, ça va être ce qu'elles vont trouver dans les fruits. Donc, si elles mangent un abricot, une pêche, voilà, elles adorent, elles raffolent. Là, en ce moment, c'est la saison des pêches, des abricots, des fraises, des myrtilles. Elles adorent ça. Donc, elles peuvent en manger, voilà, pas mal. Donc, le sucre, ça va être des sucres naturels issus des fruits, qui sont encore une fois préservés dans la matrice alimentaire, et donc qui vont avoir un effet complètement différent sur le corps, parce que ils vont faire partie d'un ensemble avec des fibres, etc. Ils vont être traités complètement différemment par le corps qu'un jus de fruits en bouteille. Donc voilà, éventuellement un peu de miel dans un yaourt grec par exemple de brebis, tu vois. Et donc naturellement leur goût sucré est moins développé. Et donc tu vois, si elle est chez un copain, une copine et qu'on lui propose un bonbon, une sucette ou un cookie, bah au début tu as cette espèce de désir mimétique qui va lui donner vachement envie parce qu'elle voit que tout le monde attend ça avec impatience, et donc elle se dit waouh, ça doit être génial. Et donc au début elle se dit waouh, c'est trop bon, et elle commence à en manger, et en fait elle va croquer trois bouchées dans le cookie, et après ça va l'écœurer, elle aura pas envie de le finir. C'est pareil, tu vois, de temps en temps on mange une pizza, et donc elle a envie de manger la pizza parce que c'est un peu la fête, etc. Puis elle va manger une part, et puis après elle en voudra plus, quoi. Donc ça c'est la première chose. Et puis il y a aussi la compréhension, la connaissance intellectuelle. Et donc quand elle va chez ses beaux-parents, eh ben potentiellement parfois elle a des petits filous, des choses comme ça. Et donc elle va les manger avec plaisir, mais en même temps elle va dire oui mais attention, pas tout le temps, hein, parce que c'est quand même des cochonneries, hein. Et alors qu'elle a 4 ans et demi, tu vois. Donc moi mon objectif c'est plus que de lui créer des interdits et des frustrations, c'est de développer son autonomie de pensée et qu'elle ait conscience de ce qu'elle fait. Pour moi ce qui est dangereux, c'est des enfants qui vont être nourris avec ces produits ultra transformés, etc., les banaliser. Donc ça va devenir, déjà leur microbiote va s'habituer à ça et donc créer des envies de sucré de plus en plus importantes en grandissant. Donc après ça va être très dur pour eux de s'en sortir, premièrement, et deuxièmement, créer des habitudes alimentaires qui vont être difficiles à changer parce qu'ils auront été habitués toute leur vie à ça. Donc là je crois qu'elles sont protégées de ça, et de toute façon moi, en étant enfant, leur métabolisme corrige beaucoup d'erreurs. Donc le fait que l'alimentation elle soit pas parfaite par exemple à la cantine et tout, je pense que c'est pas si grave. Ce qui est important, c'est vraiment les bases sur lesquelles elles construisent leur rapport alimentaire. Est-ce que je dois les motiver à faire de l'activité physique ? Alors non, pas du tout. Je pense que les enfants apprennent beaucoup plus par l'observation que par ce que tu leur dis. Donc moi, elles m'ont toujours vu faire du sport, être en mouvement, bouger, etc. Et donc naturellement, elles ont eu envie de le faire. Tu vois, si j'accroche des anneaux chez moi pour faire une séance avec des anneaux, Lucie, elle va s'accrocher aux anneaux, s'amuser à se suspendre et à chaque fois montrer les nouvelles cabrioles qu'elle arrive à faire. Donc voilà, donc naturellement elles sont assez actives et puis elles ont envie de faire comme leur papa. Après c'est vrai que si on va faire une randonnée par exemple, au bout de 100 mètres, Lucie elle peut dire j'ai mal au ventre, je suis fatiguée, est-ce que tu veux me porter ? Et en réalité ça c'est lié à un manque d'aspect ludique. Les enfants, je pense qu'ils ont besoin de trouver du sens à ce qu'ils font. Et toi, tu vois, si tu fais une randonnée, tu te dis ouais voilà, j'ai un itinéraire, j'ai prévu d'aller là, etc. Et donc quelque part l'objectif et un peu la récompense. Tandis que pour l'enfant, l'objectif, il en a rien à foutre. Ce qui compte pour lui, c'est le chemin. Et donc, le chemin, il faut qu'il soit amusant. Donc voilà. Donc, pour la randonnée, si je lui dis que
Bon, l'objectif peut être stimulant, par contre, en réalité. Si je lui dis que au bout de la randonnée, on va faire un pique-nique, par exemple, et ben là, ça va la motiver à avancer. Mais s'il n'y a pas de pique-nique de prévu, ben simplement lui dire, on va essayer de trouver des traces de loup. Et donc, je vous raconte une petite anecdote. On était en train de se promener cet hiver. La veille, j'avais fait un trail dans la montagne et puis j'étais redescendu et puis là j'avais vu un chamois, une carcasse de chamois qui avait a priori, on a un couple de loups par chez nous, qui avait été tué par des loups et puis à moitié dévoré. Donc j'avais prise en photo, je l'avais montré à mes filles en rentrant. Et donc le lendemain, on a été faire une randonnée globalement au même endroit, donc il y avait de la neige à ce moment-là. Et j'ai dit à Lucie, on va chercher, on va essayer de trouver des loups, tu vois. Et donc on avance, etc. On commence à se promener et puis là elle voit des traces et puis elle me dit tu crois que c'est des traces de loup? Je dis non, ça je pense que c'est un peu petit, ça doit être un chien. Puis après on voit des traces de chiens qui sont énormes. Puis elle me dit et ça. Puis je dis ouais là elles sont grosses, c'est peut-être des traces de loup, tu vois. Et on continue à avancer et là énorme coup de bol. Au loin on voit sur un rocher un couple de chiens loups. Je pense que c'est des chiens loups, tu vois. Et les maîtres étaient bien plus loin en contrebas, tu vois. Les chiens étaient en liberté, donc de sa hauteur, Lucie elle les voyait pas. Je lui dis, Lucie, regarde, ils sont là, il y a des loups. Et donc on voit, et elle les voit, et donc là, elle hallucine. Et puis après, en plus, ils partent en courant dans l'autre sens. A priori, je pense, moi c'est mon esprit critique et cartésien qui dit ça, rejoindre leur maître, tu vois. Et donc voilà, et donc moi j'ai proposé qu'on fasse demi-tour à cet endroit-là, parce que il y a quand même vraisemblablement, il y a quand même plus de chances que ce soit des chiens plutôt que des vrais loups. Donc, je me disais, j'ai pas envie qu'elle découvre qu'en fait c'était des chiens, tu vois, et que ça casse son mythe. Donc, on a fait demi-tour pour être sûr de pas les croiser. Et donc voilà, et donc elle est convaincue d'avoir vu des loups. Et puis peut-être qu'il y a un petit pourcentage de chance pour que ce soit réellement le cas. Mais voilà, mais donc tout de suite, en fait, les enfants ont un pouvoir imaginatif qui est incroyable. Et donc, il faut rendre les choses ludiques, jouer, etc. et trouver une stimulation. Tu vois, c'est comme parfois on s'amuse à chercher des plantes, de nouvelles feuilles pour son herbier ou ce genre de choses, tout de suite ça devient une chasse au trésor, tu vois. Bon, qu'est-ce que je pense du système scolaire? Là pour le coup c'est long, donc je vais peut-être pas y répondre. En tout cas, pour résumer, donc pour l'instant Lucie c'est la seule qui est scolarisée et elle est à l'école classique. On avait réfléchi à la mettre dans une école Montessori. Ça coûte 800 € par mois, par élève, par chez nous. Sachant que j'ai 2 filles, ça ferait 1600, donc un SMIC. Je trouve que c'est quand même très cher. Ça a l'air génial comme programme, mais d'un autre côté, ça crée aussi une espèce de désadaptation au monde normal. Et donc, on a pas mal réfléchi avec ma femme. Et donc, au final, on est arrivé à la conclusion qu'on la mettait dans une école classique. De toute façon, ce qui est plus important que la méthode, c'est les professeurs qu'elle a. Et tant qu'elle prend du plaisir à y aller, ça va très bien. Et puis, le jour où on verra que ça décroche et qu'elle n'a pas envie d'aller à l'école, et là, on se posera des questions et potentiellement, on changera notre fusil d'épaule. Alors là, il s'avère qu'on va déménager. Il y a un projet d'école un peu hybride qui tire parti un peu des lois universelles de l'enfant de Céline Alvarez, donc qui mélange les âges depuis la petite section jusqu'au CM1, je crois, dans un projet en plus de réhabilitation d'une ferme où ils vont la reconstruire, planter un potager, s'occuper d'animaux, donc mettre vraiment en pratique toutes les connaissances qu'ils peuvent apprendre à l'école. Donc avec un mélange comme ça des grands, des petits, donc c'est vachement intéressant parce que les grands engramment beaucoup mieux les connaissances lorsqu'ils doivent les transmettre et les petits écoutent beaucoup plus quand c'est un aîné qui leur transmet. Donc il y a vraiment un truc hyper vertueux et puis tu contribues à un vrai projet. Bref, ça a l'air génial, donc je suis super content, j'espère que ça va se faire. Pour l'instant on n'a pas encore la certitude qu'elle ouvre, mais en tout cas si ça se fait, on serait très heureux de pouvoir la scolariser là-bas. Voilà, donc ensuite on m'a demandé alors autour de la vingtaine, à part les sportifs rares sont autour de la vingtaine, à part les sportifs, rares sont ceux qui ont une hygiène de vie promue par tes invités ou toi-même. Père d'adolescents de 15, 18 et 19 ans, à part montrer l'exemple par ma discipline quotidienne et rayonnée, quels seraient les leviers activables pour embarquer ces jeunes hommes et ces jeunes femmes en pleine construction et éviter les pièges de la consommation déraisonnée, des nuits blanches et autres addictions que toi comme moi nous avons rencontrées et que nous avons mis un certain temps à dépasser? Comment faire prendre conscience que chaque pas compte et que l'effet cumulé n'est pas un concept de personnes qui ont réussi leur vie? Bref, comment court-circuiter la dopamine court terme à la joie issue de l'effort sur le long terme? Question vaste, complexe, intéressante. Déjà, je pense que la notion d'exemplarité, c'est la chose la plus importante. J'ai un ami qui s'appelle Julius, Purple Bell Kitchen, et je pense que c'est la plus belle illustration de ça. Il a, entre 40 et 50 ans, je connais pas son âge exact. Il a 2 enfants qui sont adolescents, qui ont 15 ans et qui sont déjà hyper
débrouillards avec des valeurs de fou, etc. Enfin, vraiment, je suis impressionné par ce qu'il leur a transmis. Et ça tient principalement parce que lui, s'est toujours efforcé d'être exemplaire, mais sans rien leur imposer. Tu vois, c'est pas un père difficile qui va les diriger par la peur et puis une éducation super stricte. Mais par contre, son éthique personnelle et la façon dont il mène sa vie d'homme ne souffrent d'aucune exception. Il s'efforce à chaque instant d'être le modèle et la personnalité qu'il voudrait voir se développer chez ses enfants. Et force est de constater que ça fonctionne. Donc je pense que beaucoup plus que ce que tu leur dis, la façon dont tu vis au quotidien est fondamentale. Et il y a tellement, je trouve, de ruptures de cohérence qui peuvent arriver dans l'éducation. Tu vois, je donne un exemple tout con, mais par exemple, tu dis à tes enfants, bah ouais, regarde pas la télé, lis plutôt. Et puis toi, tu rentres du boulot et puis tu allumes la télé, tu regardes le JT ou une série sur Netflix. Enfin voilà, c'est absolument incohérent. Ou tu dis oui, il faut pas trop boire, et puis tous les soirs, tu bois du vin. Enfin, voilà. Donc je pense que tu dois t'efforcer d'incarner ce que tu veux voir se développer chez tes enfants. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je crois beaucoup aux petites escapades en famille. Le fait de passer un week-end en nature, d'aller marcher toute la journée et puis de bivouaquer la nuit et de repartir le lendemain. Pour moi, c'est très riche à la fois en termes de liens. Donc il y a vraiment des choses qui se créent en termes de connexion à l'autre, mais aussi sur justement tout cet aspect résilience, favoriser et valoriser l'effort long terme, même sur la notion du luxe. Parce que par biais de contraste, en fait, une fois que tu as marché toute la journée, un repas lyophilisé, en fait, ça te paraît déjà être un super bon repas parce que tu es trop content de te poser. Tu te reconnectes en fait à des espèces de petits plaisirs simples mais essentiels. Ça te permet aussi justement d'être moins dans ce côté hyper dopaminergique avec des plaisirs faciles et immédiats, de valoriser une forme de temps long, de t'apercevoir qu'à force de petits pas, tu arrives à faire une distance que tu n'aurais jamais cru possible. Tu vois, une fois, j'ai emmené mon frère comme ça en randonnée, je sais plus, on a marché 6 heures, un truc comme ça. Quand je lui ai montré le tour qu'on avait fait, en plus on pouvait voir de là où on était parti, les montagnes et tout qu'on avait fait, il a halluciné, il a dit mais je pensais même pas que c'était possible de faire une telle distance comme ça à pied, alors qu'on a fait que marcher, on courait pas. Donc voilà, il y a tout ça qui se crée. Tu vis beaucoup plus avec le rythme de la nature. Donc tu vas le soir, tu vois, t'as pas de télé, etc. Donc tu vas avoir potentiellement, tu vas jouer, tu vas parler au bord du feu, etc. Donc c'est des émotions un peu véritables. Tu vas te coucher tôt, donc le lendemain tu vas te réveiller tôt avec l'aube et tu vas voir ce lever de soleil qui est magnifique. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui vont se passer, même si au début ils vont peut-être y aller à reculons. Et surtout, ça crée des souvenirs durables. Et tu vois, ça c'est vraiment un truc contre lequel je me bats. Et quand je parle de vivre une vie avec intensité, l'idée c'est pas de valoriser la performance, mais plutôt de réveiller un peu ce feu intérieur. Et pour moi, le grand drame de notre civilisation, c'est que on a accès à des plaisirs faciles qui nous donnent des simulacres de bonheur, de satisfaction, parce qu'ils sécrètent tout un tas de neurotransmetteurs dans notre cerveau qui sont liés justement au plaisir, mais avec très très peu d'efforts. Je prends pour exemple TikTok, Netflix, etc. Et donc, comme on a accès à ça facilement, eh bien, ça rentre en compétition avec de vraies émotions, de vraies expériences de vie, comme celle que je viens de décrire, ou simplement le fait d'apprendre un instrument ou d'aller à un cours de danse un soir. Ça va demander un effort. Ça va aussi t'apporter une satisfaction, mais ça va te demander un effort. Donc, entre les deux, tu vois, t'as passé ta journée, entre le fait de te poser sur ton canapé et allumer Netflix, et de l'autre côté, prendre ta voiture pour aller à un cours de danse, Netflix, c'est beaucoup plus facile. Donc, il y a vraiment une compétition entre les deux. La différence, c'est que la série Netflix que tu vas avoir regardée, dans 3 mois, tu l'auras oubliée. Tandis que potentiellement, l'aventure en nature dont je viens de parler, où t'emmènes tes enfants, tu vas bivouaquer, etc., tu vas t'en souvenir peut-être toute ta vie. Donc, ça n'a pas du tout la même valeur, tu vois, en termes de satisfaction de la vie. Alors, on m'a demandé la place de ma femme à mes côtés. Je pense que j'en ai déjà parlé dans un autre épisode qu'on a enregistré tous les deux. Donc, je vous invite à le retrouver. Mais en résumé... tu vois, avant, j'avais une vision un peu individualiste des choses où il y avait elle, il y avait moi, et puis on avait d'une part nos vies personnelles, réciproques, et puis notre vie un peu commune. Mais tu vois, dans une vision assez séparée des choses, même sur le plan d'ailleurs patrimonial, financier, temps passé, partage des tâches, etc. Et aujourd'hui, j'ai plutôt la vision on a créé une famille. Cette famille, je le considère comme un organisme. Je fais partie de cet organisme. Elle fait partie de cet organisme. Nos enfants en font partie aussi. Chacun d'entre nous, essayons de donner notre maximum et de cultiver nos zones de génie pour faire rayonner cet organisme. Tu vois ?
Et donc, ça veut pas dire qu'on doit faire les mêmes choses, les mêmes tâches, avoir un parfait équilibre de qui passe du temps à ceci ou cela. Tu vois, en plus, on est hyper complémentaires. Moi, je suis un peu la folie qui lui donne envie d'aller conquérir des sommets, et elle est plus les pieds sur terre qui me permet de profiter du chemin. Moi, je suis un peu hyper actif. Elle m'aide à me connecter à mes émotions. Moi, j'ai tendance à être un peu exubérant, etc. Elle est beaucoup plus organisée. J'ai une mémoire déplorable sur plein de choses quand c'est pas assez saillant. Elle a une mémoire de fou. Donc on a vraiment des compétences qui sont différentes et qui trouvent justement leur expression et qui sont valorisées dans des tâches différentes. Donc on n'essaye pas d'avoir un parfait équilibre. Moi, j'adore cuisiner, faire les courses. Elle déteste ça. Par contre, elle aime bien faire le ménage parce que pour elle, c'est méditatif. D'ailleurs, on pourrait très bien se payer une femme de ménage. Elle a toujours refusé parce que en fait, ça la satisfait d'avoir ce temps où en fait, elle est en train de faire quelque chose, mais en même temps de rien faire intellectuellement. Ça aide son cerveau, comme moi quand je cours d'ailleurs, à métaboliser les informations, à s'apaiser. Et puis, elle a une satisfaction derrière de voir que le truc il est tout propre. Donc voilà, tu vois, même dans la parentalité, etc., moi, je suis pas du tout assez patient pour faire des arts créatifs, des dessins, des découpages ou des trucs comme ça. Mais par contre, j'adore lire des histoires à mes filles et puis les emmener dehors marcher. Et puis, Constance, elle aime moins lire des histoires, mais elle adore justement toute cette sensibilité artistique et musicale aussi. Alors voilà, donc on se complète en fait. Et voilà, et donc l'idée, c'est vraiment on fonctionne vraiment comme un organisme vivant, tu vois, où chacun essaie de contribuer en fonction de ses zones de génie. Donc, est-ce qu'elle fait du sport ? Ouais, elle faisait du cheval à haut niveau. Elle a dû arrêter avec les grossesses. Maintenant, elle s'y remet. Et puis, en parallèle de quoi, plus en dilettante, de temps en temps, elle fait un peu de trail, un peu de gym. On va faire le GR20 ensemble à la rentrée. Donc voilà, elle fait des choses comme ça, mais sans avoir un vrai programme structuré. Mais sinon, surtout, son truc, c'est le cheval. Est-ce que la paternité m'a fait revoir mes priorités en matière de santé et de performance ? Et si oui, comment ? C'est un vrai sujet. C'est compliqué parce que j'ai envie de dire oui et non. Oui, dans l'absolu, parce qu'en réalité, je consacre énormément de temps à mes filles. Et non, parce que pour autant, j'ai pas sacrifié ni ma santé, ni mes performances. De façon générale, moi, je vois ma vie vraiment comme un puzzle. Plutôt que de chercher un équilibre, j'essaie de faire en sorte que chaque pièce se catalyse les unes des autres. Et je trouve que cette espèce de segmentation de ça c'est pour ma santé, ça c'est pour moi perso, ça c'est pour mon boulot, etc. En tout cas, moi je trouve pas de sens à ça. Tu vois, j'ai déjà plusieurs fois pris cet exemple, mais quand je vais courir, certes je fais du sport, quand je vais courir dans les montagnes, certes je fais du sport, mais pour moi c'est aussi une régulation émotionnelle. Et c'est probablement la chose la plus utile que je fais dans la semaine pour développer mes entreprises. Parce que je suis... si tu veux, moi, mon job de CIO, on peut le résumer en deux grandes parties. La première, c'est le côté vision, embarquer des gens autour de moi, insuffler chez eux un élan, une motivation, et puis leur donner envie de réaliser avec moi cette vision. Ça, c'est le premier point. Et puis l'autre partie, c'est détecter quels sont les goulots d'étranglement, les choses qui limitent le développement de la boîte. Et à un moment donné, il n'y a qu'un seul goulot d'étranglement. Il faut vraiment imaginer une boîte comme un torrent, tu vois. Et donc, tu as un barrage à un endroit. Et donc, potentiellement, il y a plein d'idées et de choses que tu pourrais faire pour le développement de ta boîte. Mais à un moment donné, le barrage, il est qu'à un seul endroit. Donc, j'ai toujours une vision très sharp du focus que je dois avoir et de la chose qui est vraiment importante à cet instant T. Ce qui n'empêche que je fourmille d'idées, que je note de côté et qui vont probablement m'aider à exploser un barrage plus loin. Mais pour l'instant, il n'y a que celui-là qui est important. Et donc, lorsque je suis face à un goulot d'étranglement, déjà, j'essaie de bien définir le problème pour différencier, pour être certain que je m'attaque à la cause profonde et pas à un symptôme. Si je m'adressais à un symptôme, le problème, il va se représenter. Et en fait, je construis aucun asset durable. Tandis qu'en traitant la cause, d'une part, je règle ce goulot d'étranglement, mais aussi, je crée un asset, c'est-à-dire une sorte de capital pour ma boîte, qui petit à petit lui permet de se développer. Donc moi, je vois pas les problèmes, si tu veux, comme un problème, je vois les problèmes comme une marche sur laquelle m'appuyer pour grandir et comme faire progresser ma boîte. Donc définir le problème. Ensuite, deuxième étape, capter des informations. Interroger des experts, lire des livres, écouter des podcasts, etc. Je capte énormément d'informations et à ce stade, je cherche pas encore de finalité. Je cherche pas à savoir quelle est la solution. J'ouvre mes antennes, tu vois. Et ensuite, la troisième étape, c'est
Une fois que j'ai suffisamment d'informations, c'est la prise de décision. Et la quatrième, l'action. Et justement, cette prise de décision, elle nécessite de métaboliser l'information. Et quand je vais courir, en fait, toutes ces informations que j'ai été captées partout autour de moi quand j'ai ouvert mes antennes, eh ben, mon cerveau, il va faire des liens. Il va relier tel truc à tel truc. Parfois, il y a même des choses que j'ai lues il y a des années dont je pensais même pas me souvenir. Parce que tu sais, tu lis un livre et parfois tu te dis putain, je me souviens de 10%. Mais en fait, tu as des tas de savoirs qui sont inconscients, qui sont engrammés quelque part dans ton cerveau et qui prennent sens lorsque le contexte, l'environnement le nécessite. Et donc voilà, donc ces moments où je cours, et ben à chaque fois je reviens avec les idées plus claires, avec la solution du problème, avec des nouvelles idées plus créatives, etc. Et donc voilà, donc je pense que si on pouvait résumer l'importance de mon job dans la qualité de la prise de décision, eh bien le trail serait plus du travail que du sport ou du temps perso. De la même façon que le temps que je passe avec mes filles, pour moi, et on me pose des questions après sur le business, notamment la prévention du burn-out, du surmenage, etc. Eh bien, c'est du temps, tu vois, moi, sinon mon temps, il a toujours une forme d'utilité. Soit je vais m'entraîner ou faire des choses pour mon corps, ma performance, soit je vais nourrir ma curiosité en lisant des choses, en rencontrant des gens, en parlant, etc. Soit je vais construire en développant mon business, etc. Et donc mes enfants, eh ben, c'est le seul temps non utile, entre guillemets, où je m'ennuie. Je mets des gros guillemets parce qu'en réalité, j'adore ça, dans ma semaine. Et en fait, c'est hyper important. C'est grâce à ces sas de décompression que je peux me sentir bien, épanoui et que justement, je ne tombe pas dans une espèce de suractivation intellectuelle, de surmenage. Donc voilà, donc, est-ce qu'on considère comme du temps de famille ou est-ce qu'on considère comme tu vois, un peu dans cette théorie de l'alter de Nassim Nicolas Taleb qui dit que quand tu travailles, tu dois être à fond dans ton travail, quand tu te reposes, tu dois être à fond dans le repos. Ben, quelque part... ma vie avec ma famille, c'est ce qui contrebalance l'intensité intellectuelle et physique que je mets dans les autres choses que je fais. Donc, j'ai pas l'impression que le fait d'être papa a diminué mes qualités, mes capacités en termes de santé, de performance. Au contraire, j'ai plutôt l'impression que ça les a améliorés, augmentés, notamment parce que ça leur a donné un sens beaucoup plus profond. Tu vois, il y a cette notion de sens, de pourquoi on fait les choses, comment je dédie mon énergie. Ça, c'est souvent des choses, tu vois, quand je fais des grandes aventures ou quand je suis confronté à des choses potentiellement dangereuses qui me font peur, comme en alpinisme, bah, c'est souvent des espèces de révélateurs qui me permettent de détecter vraiment ce qui est important dans ma vie vs ce qui est secondaire, ma mission profonde et la façon dont j'ai envie de dédier mon temps, les choses auxquelles j'ai envie de dédier mon temps. Et ça, là-dedans, en fait, la chose la plus importante, c'est ma femme et mes filles. Et en réalité, ma mission et ce à quoi j'ai envie de dédier mon temps, ben, quelque part, c'est lié à cette parentalité qui donne beaucoup plus de profondeur, en fait, à toutes mes actions. Parce que je vis plus que pour moi, tu vois. J'ai une responsabilité plus globale, même indépendamment du fait d'être papa. C'est comme si ça avait ouvert ma responsabilité vis-à-vis de la société et du monde et mon envie de contribuer à quelque chose d'utile qui me dépasse. J'arrête pour la parentalité. Il y a encore des questions, je suis désolé, on peut pas toutes les faire. Je vais parler un peu de business / productivité et puis on terminera probablement par le sport. Alors, sur le business, comment garder un rapport apaisé au temps, ne pas être aussi productif que je l'aurais voulu, lâcher prise sans culpabiliser, même sans avoir coché toutes les cases de la journée idéale. Alors ça, pour être honnête, ça a été un démon pour moi pendant très longtemps. Moi qui suis très organisé et puis un petit peu trop discipliné. Pendant longtemps, j'ai eu une organisation qui était très millimétrée, j'avais mes routines, etc. Et j'avais du mal à en déroger. Et si j'en dérogeais, ça créait du stress et de l'angoisse chez moi. Donc je comprends assez ça. D'ailleurs, avant de m'investir comme aujourd'hui dans des projets vraiment porteurs de sens, avant je dirigeais une start-up et en parallèle, j'avais quand même cette passion pour le potentiel humain. J'animais déjà Limitless, etc. Et je ressentais souvent cette dualité au fond de moi entre... la culpabilité de ne pas travailler sur ma boîte et de l'autre côté, la frustration de ne pas avoir assez de temps pour faire les choses à côté qui pour autant me nourrissaient. Donc la gestion du temps, ça a toujours été compliqué. Donc là, on parle de rapport apaisé. Aujourd'hui, c'est le cas, mais ça a été long. Comment j'y suis parvenu ? J'en parlais tout à l'heure déjà. Mes filles, elles m'ont beaucoup aidé à ça parce qu'elles ont gommé les lignes entre mes cases. En fait, j'aime bien dire que de la contrainte naît l'innovation. Et en l'occurrence, la contrainte d'être papa,
qui est une contrainte positive, hein, je le précise. C'est la chose qui m'épanouit le plus au monde aujourd'hui et je suis hyper fier de mes filles et très très heureux d'être papa. Et je pensais pas que ça m'épanouirait autant d'ailleurs. C'est une découverte et un bonheur. Eh bien, m'a obligé à revoir ma gestion de mon emploi du temps. Et par la force de l'exemple, je me suis aperçu que ce qui importait, c'était les principes beaucoup plus que les recettes. C'est-à-dire que j'étais pas obligé de suivre mon plan millimétré, d'avoir tous les matins mon temps de mobilité, mon temps de méditation, de respiration, etc. Pour me sentir bien et OK dans ma vie. Que même si j'adore me lever, me coucher à la même heure tous les jours, j'étais capable, j'avais suffisamment de force vitale pour accepter des petits accros là-dedans, etc. Et donc petit à petit, en fait, je pense que tu es obligé d'être un petit peu extrême quand tu veux maîtriser de nouveaux outils. Quand tu te lances dans une nouvelle méthode, un nouveau régime, etc. Si tu veux, tu as besoin que tout ça soit cohérent. Le cerveau, il a toujours besoin de cohérence. Et donc, il a du mal à sticker à une nouvelle habitude, à une nouvelle routine. Et en même temps, gérer une rupture de cohérence qui dirait, tu n'es pas obligé de le faire tout le temps. Donc, je pense que tu es obligé d'avoir ce côté un peu scatanovique. Bon, bref. Au début. Et en fait, après, il faut t'en libérer. Donc, tu vois, moi, ça a quand même souvent fait ça lorsque j'ai implémenté un nouvel outil. Si par exemple, je décide de méditer, méditer absolument tous les jours. Ou si je décide de ne pas manger de gluten, jamais manger de gluten. Et puis après, être capable de plus de flexibilité. Donc petit à petit, j'ai apporté plus de flexibilité. Et par la force de l'exemple, je me suis aperçu que cette flexibilité, loin de diminuer mes capacités, mes qualités d'expression de mon potentiel, au contraire, me permettait de continuer à l'exprimer pleinement tout en étant beaucoup plus apaisé. Donc voilà, donc maintenant je suis plus en train d'essayer de cocher des cases. En plus, j'ai plus vraiment de routine type. Ça dépend de mon contexte, de là où je suis, de ce que je ressens dans mon corps, de la façon dont je me suis entraîné, de mon contexte aussi professionnel. Tu vois, sur Féroce, parfois j'ai des moments qui sont hyper intenses et où je peux pas fonctionner comme d'habitude. Mais j'ai développé au fur et à mesure une espèce de boîte à outils où je sais exactement quel est l'impact de tel outil sur ma physiologie, sur mon mindset, etc. Et donc je sais comment les utiliser naturellement, tu vois, d'un point de vue plus intuitif dans mon contexte ou dans ma journée. D'ailleurs, là, je sors un livre au mois de septembre qui s'appelle La routine des audacieux, où je synthétise dans des chapitres vraiment courts, très useful, très pratiques, en fait, toute la connaissance que j'ai développée, que j'ai apprise après 5 ans de Limitless Project, expérimentée dans ma propre vie. Et l'idée, c'est vraiment d'utiliser comme une boîte à outils. Et il y a des outils, tu vois, par exemple, si j'ai une nuit un petit peu dégradée, je sais que le matin, je vais faire 3 cycles de respiration Wim Hof, qu'à midi, après le déjeuner, je vais faire une séance de yoga NSDR de 10 minutes, et que grâce à ça, je vais être dans une vigilance et une concentration accrue le matin, et que l'après-midi, je vais régénérer mes voies dopaminergiques et que j'arriverai à être concentré, à faire mes réunions et à répondre à mes mails. Ça, tu vois, typiquement, ça répond à un contexte donné qui est que je me lève avec une énergie inférieure à 7 sur 10. Heureusement, ça arrive rarement. Et voilà, et tu vois, j'ai tout un tas de petits mécanismes comme ça. Là, tu vois, par exemple, je suis à Paris pour enregistrer les podcasts. Ma routine de la journée, elle n'est pas du tout pareille parce que j'ai pas mes filles. Mais par contre, je vais faire potentiellement des déjeuners, des dîners le soir, etc. Donc voilà ce que j'ai à dire sur le sujet. Je crois avoir compris dans ton podcast que tu es quelqu'un de très curieux, avec un côté hyperactif qui s'intéresse à tout ce qui est lié au potentiel humain au sens large, et que tes journées sont par conséquent remplies, mais aussi avec des rituels de journée et soirées bien précis pour continuer à performer professionnellement et dans ta santé. Et justement, je voulais te demander comment tu arrives à avoir autant de discipline chaque jour. Est-ce que c'est devenu quelque chose de naturel ? Alors oui, comme j'ai dit précédemment, c'est vraiment devenu quelque chose de naturel. En fait, effectivement, je fais beaucoup de choses dans ma journée. En fait, si tu veux, pendant longtemps, les gens qui regardaient mon emploi du temps, ça leur faisait un peu peur. Ils disaient que je faisais trop de choses, que je devrais passer plus de temps à me détendre, à m'ennuyer, à faire de la méditation, etc. Et en fait, j'ai compris que ce mode de fonctionnement, il est lié à ma personnalité. En fait, je suis très curieux, les environnements dynamiques me stimulent, les problèmes m'excitent, j'ai une bonne façon de gérer les problèmes, c'est pas quelque chose qui me stresse, au contraire, c'est plutôt quelque chose qui me fait du bien, entre guillemets. Je fonctionne très bien dans ces environnements-là. Et à l'inverse, les environnements trop structurés, trop lents, etc., me fatiguent, ils m'épuisent, ils drainent mon énergie.
Et donc, petit à petit, j'ai designé ma vie, l'organisation de mon temps et de mes journées, et même mon entourage, en fonction de ma personnalité. Donc pendant longtemps, si tu veux, j'ai essayé de modifier ma personnalité pour m'adapter au monde et aux gens qui m'entouraient. Maintenant, j'ai fait l'inverse. J'ai adapté mon monde et les gens qui m'entourent à ma personnalité. Ça ne veut pas dire que je fais jamais de concessions, etc. Bien évidemment, moi aussi, je dois m'adapter un petit peu aux autres. Mais j'essaie plus de changer ma personnalité ou de me dire, je suis pas normal, je devrais fonctionner plutôt comme ci, comme ça, etc. J'accepte qui je suis et en fait, je vis dans un monde où je me sens super heureux parce qu'il est fité pour moi. Et ça, je pense que déjà, c'est un bon élément de compréhension. Donc, je suis pas en train de dire que tout le monde est comme moi, mais par contre, le message sous-jacent, c'est de dire que si tu sens une forme de résistance, que tu te sens pas forcément bien dans ton monde ou dans ton contexte, plutôt que d'essayer de te changer toi-même, change plutôt le monde et le contexte autour de toi. Donc ça, c'est le premier point. Donc, pour moi, la discipline, c'est assez facile parce que c'est impossible pour moi de me dédier à des projets porteurs de sens, de nourrir mon intelligence et ma curiosité, de passer du temps de qualité avec ceux que j'aime et de m'adonner à des défis sportifs assez importants sans cette organisation. C'est juste pas possible. Donc, si tu veux, c'est vraiment ça la clé qui permet de structurer tout le reste. Donc, moi, si c'est pas dans mon agenda, ça n'existe pas. Et je passe du temps à organiser mon agenda, à planifier ma semaine pour que les choses soient bien organisées. Et grâce à ça, je réduis au maximum toute la charge décisionnelle à me demander qu'est-ce que je vais faire maintenant, etc. En plus, les tâches, elles sont toujours organisées selon mes cycles naturels d'énergie, de productivité et de concentration. Donc, par exemple, j'ai une pensée qui est beaucoup plus focalisée et cartésienne le matin et plus divergente l'après-midi. Donc, le matin, je vais me concentrer sur des tâches importantes dans des phases de deep work qui permettent de développer, de péter ces goulots d'étranglement dont je parlais tout à l'heure et qui ont plutôt une visée moyen-long terme, alors que l'après-midi, je vais beaucoup plus m'ouvrir à des sollicitations externes, c'est-à-dire des rendez-vous, des calls, la réponse à des mails, etc. Donc ça, c'est juste un petit exemple, mais ça fonctionne très bien avec mon mode de fonctionnement, on va dire, énergétique, hormonal, etc. Donc voilà, donc j'ai bien timé les trucs aussi pour, si tu veux, tirer parti de mes super pouvoirs au bon moment, plutôt que de faire des choses, tu vois, si je faisais l'inverse, ce qui a été pendant longtemps mon cas, où je me levais le matin, je regardais mes mails, j'avais 10 sollicitations qui arrivaient, ça remplissait ma to-do list de plein de choses, donc au final, j'avais jamais le temps de faire les choses importantes qui servaient mes objectifs à moyen long terme, et j'arrivais le soir chez moi, j'étais épuisé, j'avais l'impression d'avoir fait 2000 choses, et ma femme me demandait qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, j'étais incapable de lui répondre parce que j'avais fait plein de choses différentes, mais rien de très important, et en fait, je traversais mes journées sans les voir passer. Ça, aujourd'hui, ça n'existe plus dans mon quotidien. Donc voilà, donc ça réduit, ça me permet de mieux travailler avec moi-même, d'utiliser le bon contexte hormonal, intellectuel, etc. au bon moment de la journée, même pour mes entraînements, la digestion, etc. Tu vois, le jeûne intermittent, si j'en fais, c'est parce que je pense qu'il y a des avantages métaboliques et que c'est plus cohérent avec notre héritage paléolithique, mais surtout parce que je trouve que c'est une habitude qui me convient mieux sur le plan de la clarté mentale, de mon organisation de ma journée, de ma productivité, etc. Donc ça, c'est un point. Et puis en plus, le fait d'être très organisé, ça réduit énormément le stress et la charge mentale. Parce qu'avant, je me souviens, tu vois, potentiellement, je me disais, putain, j'ai encore tout ça à faire, j'ai pas fait mon sport, est-ce que j'aurai le temps de le faire? Tu vois, t'as toujours l'impression de pas avoir vraiment fini ta journée, tandis que là, les choses, elles sont bien cadrées, il y a des créneaux qui sont réservés pour chaque chose, et voilà, et ça rentre dedans, et ça oblige aussi à structurer un petit peu, parce que sinon, tu vois, je disais tout à l'heure, la contrainte naît l'innovation. Voilà, je sais que j'ai un temps dédié pour faire ceci ou cela, à moi d'être suffisamment impliqué dans la tâche que je suis en train de faire pour que elle rentre dans l'espace qui lui est imparti. Ce qui n'empêche pas d'avoir de la flexibilité, tu vois. Il y a des fois où, j'avais prévu une demi-journée pour un chantier et puis je m'aperçois que, tu vois, peut-être que j'avais mal cadré le problème à la base ou j'avais pas collecté suffisamment d'informations. Toujours est-il que j'avais sous-estimé l'ampleur de la tâche et voilà. Donc après, je peux aussi modifier mon fusil d'épaule, mais... Voilà, et donc là, je te cite un exemple personnel que tu pourrais comprendre avec ta personnalité. Je finis toujours par manger beaucoup trop tard malgré ma compréhension des rythmes circadiens parce que j'ai également une grande curiosité insatiable et j'ai encore du mal à me dire je mange à 18h puisque je suis concentré sur quelque chose et que je n'arrive pas à arrêter drastiquement pour manger. Alors, j'aime bien cet exemple parce que dans mon organisation, ça peut pas arriver déjà. Et puis, tu vois, c'est un peu comme cette histoire, cette image des cailloux dans un bocal. Tu dois mettre des graviers, du sable et des cailloux dans un bocal. Si tu commences par le sable et les graviers, tu n'arriveras jamais à mettre les gros cailloux après. Donc normalement, si tu veux le remplir, tu es obligé de commencer par les gros cailloux, puis après tu mets les graviers, puis après tu mets le sable.
Et ben moi, il y a des choses, c'est mes gros cailloux. Les gros cailloux, ça va être le fait de m'exposer au soleil le matin en allant marcher avec mon chien. Ça va être le fait de ne pas prendre de petit déjeuner, mais donc de déjeuner le midi plutôt low carb vers 11h30 du matin. Ouais, voilà. Le fait de faire ma séance de sport vers 16h30, 17h l'après-midi. Et le fait de préparer à manger vers 18h pour manger avec mes filles et ma femme à 18h30. Ok, ça, c'est des gros cailloux. Ok, donc ça, dans toutes mes journées, ça y est. Il n'y a pas une journée où je vais pas me promener avec mon chien le matin, où je mange pas comme j'ai l'habitude de manger le midi, et où je fais pas mon sport, où je vais marcher au pire si vraiment je fais pas de sport ce jour-là, et où je cuisine pas et je mange pas avec mes filles à 18h30. Tu vois. Ça, c'est vraiment ce qui structure ma journée. Parce que, en fait, tout est sous-tendu par ça. Si je mange trop tard, par exemple, toute ma soirée est décalée, etc. Et puis, ma chaleur corporelle, en fait, la digestion, il y a deux problématiques à manger tard. La première, c'est que la mélatonine inhibe le système digestif. Donc, tu vas moins bien gérer ce que tu manges, assimiler les nutriments et gérer la glycémie sanguine. Et le deuxième point, c'est que la digestion utilise à peu près 40 à 50% de l'énergie du corps. Donc, l'énergie, le sous-produit de l'énergie, c'est de la chaleur. Donc, digérer, ça génère de la chaleur. Or, pour réussir à s'endormir, il faut qu'il y ait une diminution de la température corporelle. Donc, typiquement, si je me foire et que je mange à 20h30, déjà, je pourrais pas manger avec mes filles parce qu'elles sont couchées. Donc, pour moi, c'est important d'avoir ce moment de partage le soir. Et par ailleurs, ma température corporelle, elle sera trop élevée, donc je vais avoir du mal à m'endormir. Si j'ai du mal à m'endormir et que ma nuit, elle est de moins bonne qualité, le lendemain, je vais pas me réveiller à 4 ou 5 heures du mat en étant en forme naturellement comme je me réveille normalement. Donc là, en été, c'est 4-5 heures, et puis en hiver, c'est plutôt 5-6 heures. Et c'est des heures naturelles, c'est pas moi qui me force à me réveiller, je me réveille naturellement sans réveil. Et je me réveille toujours en pleine forme, tu vois. Ça, pour moi, c'est ma baseline, me lever en pleine forme. Et si je m'endors et que je me lève en pleine forme, c'est aussi parce que le matin, je vais me promener avec mon chien et que ça permet de synchroniser mes horloges internes. L'œil, il y a des neurones à mélanopsine dans l'œil qui, lorsqu'ils captent les rayons du soleil, synchronisent toutes tes horloges circadiennes, notamment via le noyau suprachiasmatique. Et c'est un peu comme si tu allumais un petit minuteur qui, 14 à 16 heures plus tard, va déclencher la sécrétion de mélatonine. Donc, si je rate ce rendez-vous métabolique, typiquement, déjà, la sécrétion de mélatonine, elle n'aura pas forcément lieu de façon aussi efficace à la bonne heure. Et donc, la nuit qui va suivre va pas être aussi bonne. Donc voilà, donc il y a des gros cailloux comme ça. Là, je t'ai cité quelques exemples, mais des impondérables qui changent jamais. De la même façon que je vais jamais travailler après 20 heures le soir. Donc, je peux lire des livres intellectuels, mais jamais travailler vraiment parce que sinon, mon cerveau, il recommence à penser, à avoir plein d'idées et ça va m'empêcher de dormir. J'ai toujours une baisse d'intensité, à la fois lumineuse, mais aussi intellectuelle, en soirée. Et parfois, ma femme, elle a des idées, parce qu'on bosse ensemble, elle gère les ops chez Féroce. Elle a des idées, elle veut m'en parler, elle commence à m'en parler, et puis là, je lui dis « Non, attends, stop. Arrête-toi, note-le, tu me le diras demain, parce que je sais que si j'entends ce qu'elle a à dire, mon cerveau ne pourra pas s'empêcher d'y réfléchir, et là, c'est fini. Potentiellement, je n'arriverai pas à dormir. » Donc, les gros cailloux dans le pot, commencez par les gros cailloux. Et les gros cailloux, c'est pas... Enfin voilà, il y a des choses qui sont hyper importantes. Voilà, de la même façon que j'ouvre pas mes mails en me levant. Enfin voilà, j'ai plein de petits gros cailloux comme ça. Donc je disais que mes routines pouvaient varier, les outils peuvent varier, mais il y a quand même des impondérables qui me permettent de bien fonctionner. Voilà, en tant qu'entrepreneur et papa, comment est-ce que je gère les périodes de doute et de fatigue mentale sans tomber dans le surmenage? Donc justement, le fait d'être papa m'aide à pas tomber sur le surmenage parce que justement, je trouve que ça m'équilibre extrêmement bien. Et d'ailleurs, si un coach de développement personnel avait dû me donner un exercice, il m'aurait probablement donné des enfants. C'était probablement la meilleure chose par rapport à ma personnalité qui pouvait m'aider à vivre mieux, outre le bonheur que ça m'apporte évidemment. Et puis après, les périodes de doute, j'en ai pas trop, je suis assez basé sur l'action. J'ai une bonne... Tu vois, j'aime beaucoup cette phrase de Marc Aurèle qui dit donne-moi la force d'accepter ce que je ne peux changer, le courage de changer ce qui peut l'être et la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Et avant de la connaître, c'est déjà la façon dont je fonctionnais. Il y a des choses, je sais que j'ai aucun impact dessus, et donc si j'ai aucun impact, ça peut parfois m'énerver, me frustrer ou me rendre triste, mais c'est très passager. Par contre, les choses que je peux changer, je suis très basé sur l'action. Donc, je vais pas y réfléchir 1000 ans, etc. J'ai toujours tendance à aller très très vite, à avancer très vite, à être très ancré dans l'action. Dans l'action, ça veut pas dire forcément foncer sans réfléchir, mais tu vois, l'action, ça peut être par exemple capter des informations. À plein d'étapes, tu vois, avec Féroce, je suis en train de développer des trucs.
je connaissais rien à l'agroalimentaire, je connaissais rien à l'élevage, et donc ça a posé plein de problèmes. Et mon réflexe, ça a souvent été d'aller rencontrer des gens, de mettre des bots pour aller rencontrer des éleveurs, d'aller rencontrer des restaurateurs pour leur demander quelle était la taille de leur chambre froide, d'aller rencontrer des logisticiens et des sites e-commerce pour savoir comment ils géraient leur stock, etc. Parce que je connaissais rien à l'e-commerce non plus. Moi, j'ai toujours eu des boîtes plutôt B2B, donc voilà, donc ça c'est une forme d'action. Et après, d'ailleurs, dans l'entrepreneuriat, de façon générale, si j'ai une idée, je la teste tout de suite, tu vois. Il y a une question d'ailleurs, après, tiens, je vais y répondre maintenant. Lorsque tu as une idée entrepreneuriale, quelles sont les étapes, dans quel ordre tu t'y prends et quelles sont la proportion de temps que tu y consacres, particulièrement c'est les parties juridiques et comptables. Les parties juridiques et comptables, c'est 0. Si j'ai une idée entrepreneuriale, je la teste. Je la teste avant d'avoir un produit, avant d'immatriculer une boîte, avant quoi que ce soit. Ou alors, j'en parle à plein de gens autour de moi pour voir un peu comment ça réagit. Mais je me confronte vraiment au marché le plus rapidement possible, déjà pour vérifier que ça intéresse des gens, mais aussi pour capter des informations, etc. Et puis créer un produit qui est fitness. Fitness, ça ne veut pas dire être musclé. C'est la notion de fitness en biologie, c'est l'adéquation d'un organisme avec son environnement. Et l'intelligence de la nature, tu vois, on parle de l'intelligence de la nature, on se dit comment est-ce que la nature a réussi à faire un truc aussi incroyable et complexe que l'être humain ? Eh bien, en réalité, elle n'a pas essayé de le faire. Elle a fait plein d'itérations, d'essais-erreurs, et à chaque fois qu'un essai apportait un avantage sélectif, eh bien, il était sélectionné. Mais la nature et l'évolution ne visent pas la complexité. Elle ne vise pas l'intelligence. Elle vise le meilleur niveau de fitness d'un organisme à son environnement. Et je pense qu'en entrepreneuriat, d'ailleurs, on parle de product market fit, c'est la même chose. Et donc, la meilleure façon de faire ça, c'est que plutôt que de rester en vase clos dans ta tête à te demander est-ce que mon idée, elle est bonne, à la réfléchir sous toutes les coutures pour faire un plan stratégique qui, de toute façon, va être invalidé lorsque tu vas t'attaquer au marché, eh bien, il vaut mieux la tester hyper rapidement. Et donc, pour te donner l'exemple avec Pharos, tu vois, si j'avais fait un plan stratégique, je me serais dit, je pense que la plus grosse problématique, mon plus gros frein, ça va être le côté pédagogique, c'est-à-dire réussir à convaincre les gens de manger un steak haché avec du foie de bœuf dedans, parce que la plupart des gens sont dégoûtés par le foie de bœuf. En réalité, ça a absolument pas été mon problème. Le succès, il a été immédiat. Donc, je te parlais de tester le produit. Donc, j'ai eu l'idée, un jour, comme ça, je lisais une étude du professeur Tibel qui classait les aliments par densité nutritionnelle, et je me suis aperçu que 7 grammes de foie de bœuf, ça équivalait à 1,3 kg de légumes et à 2 kg de glucides, donc de céréales type riz, etc., ou blé, en termes de teneur en vitamines et minéraux. Là, je me suis dit, putain, mais c'est dingue! On est tous carencés, tout le monde me dit qu'on est carencés, etc. La réponse de la société, c'est de faire des pilules, alors que la nature avait déjà trouvé et proposé une solution qui était parfaite pour nous, en l'espèce du foie de bœuf. Mais les gens veulent plus en manger. D'ailleurs, j'avais déjà reçu un invité, Will Jensen, qui m'en avait parlé du foie de bœuf. Mais à cette époque, ça m'avait pas marqué. Et Will Jensen, c'est marrant parce qu'il était végétarien, il mangeait pas du tout de viande, sauf une petite portion de foie de bœuf tous les jours parce qu'il disait que c'était la meilleure façon, enfin c'était son multivitamine naturel, quoi. Et donc là, je me dis, parce que du coup, moi, je commence à manger du foie de bœuf, etc. Ça va, moi, j'adore ça parce que peut-être que je me convainc tellement intellectuellement que c'est bon que ça me fait passer mes freins, etc. Mais donc, du coup, ça va. J'essaie d'en faire manger à ma femme, pas moyen, quoi. Là, je me dis, putain, ça m'embête, quoi. J'ai envie que ma femme, elle soit en aussi bonne santé que moi. Et c'est là où j'ai eu l'idée de les cacher dans un steak haché. Donc, avant d'immatriculer une boîte, de chercher un nom, de savoir comment j'allais le vendre, etc., j'ai déjà essayé de voir, est-ce que c'est possible ? Donc, j'ai acheté déjà ma viande chez un petit producteur local. Donc, je l'appelle et je lui dis, voilà, j'ai cette idée. Est-ce que tu penses que c'est possible ? Et il me dit, je pense que ça va être compliqué parce que le foie se comporte pas pareil quand on fait le steak haché, blablabla. Il me rappelle le lendemain en me disant, j'en ai parlé aux éleveurs de la Charentonne, qui est l'atelier de transformation. François Lemierre, qui est le directeur, trouve que l'idée, elle est géniale. Il est d'accord de faire un test avec toi. J'appelle François. On part sur un batch de test de 100 kilos. Donc, à ce moment-là, j'ai pas de boîte qui est créée. J'ai pas de clients, j'ai rien. Je m'engage sur 100 kilos de production. J'ai envie de voir, tu vois. Et le lendemain, j'enregistre un podcast avec Florence de Embellir ta santé, qui est une naturopathe. Et dans le podcast, je sais plus, on parle c'était sur les neurotransmetteurs. Elle a écrit un livre sur les neurotransmetteurs. On parle des micronutriments et je lui parle justement de cette idée de steak haché avec du foie de bœuf dedans. Et là, je reçois plein de commentaires de gens qui disent moi, si tu cherches des cobayes, etc., je suis prêt à goûter. Donc, je crée un groupe WhatsApp qui s'appelle le Pharos Club, qui existe encore aujourd'hui. Et je propose aux gens, écoutez, voilà, j'ai une production de 100 kilos, je vous propose de faire partie des bêta-testeurs, donc d'acheter, donc je les vendais quand même, je voulais pas assumer le risque financier, donc je vous propose de les acheter, de les goûter, et puis de faire partie des premiers clients de Pharos qui à ce moment-là n'avaient pas encore de nom.
Voilà, et donc j'ai avancé comme ça. Un mois plus tard ou un mois et demi plus tard, je me retrouvais à visiter un élevage de vaches à l'herbe et puis l'atelier de transformation, etc. Et puis à faire ma première dégustation, c'était au baptême de ma seconde fille, Léonore. Et donc j'avais une trentaine de membres de ma famille. Je me suis dit, c'est parfait, je venais de recevoir mes steaks. Je leur ai fait ça comme repas. Et donc voilà, et donc j'étais très curieux de voir si ça allait être bon. Tu vois, j'avais même pas d'assurance que la recette serait bonne, qu'ils trouveraient ça bon, etc. Et heureusement, ils les ont tous trouvés bons. Même mon frère qui déteste tout ce qui change de l'ordinaire. Donc il aime pas le canard, il aime pas le poisson. Enfin vraiment, plus classique que ça, tu meurs. Je vois se resservir. Donc là, il pouvait pas me mentir. Tu vois, il aurait pu me faire plaisir avant en disant oui, bon, c'est pas mauvais. Mais là, s'il se resserre, c'est que c'était forcément bon, quoi. Donc, trop content. Moi, j'avais même pas encore goûté. Je regardais, j'étais à la cuisine. Et puis j'ai livré, voilà, ces 100 kilos au premier client, et puis c'est parti comme ça. Et donc en réalité, mon plus gros problème, ça n'a pas été de le vendre et de trouver de la demande et de convaincre les gens de manger un steak haché avec du foie de bœuf. Ça a été la partie supply, c'est-à-dire de trouver suffisamment de producteurs qui élèvent de la viande à l'herbe pour répondre à la demande. Parce que jusqu'à maintenant, l'élevage à l'herbe, il n'était pas mieux valorisé qu'un élevage conventionnel. Par contre, il était beaucoup moins rentable pour l'éleveur. Parce que un élevage à l'herbe, la vache, elle grossit moins vite, elle fait moins de masse musculaire. Donc, et derrière, elle est vendue de la même façon et en grande surface, et donc les deux s'appellent bœuf, tu vois. Et donc le consommateur final, il voit pas la différence. Tandis que nous, d'une part, avec la pédagogie qu'on fait autour de l'importance de l'alimentation à l'herbe, on peut vendre la viande un peu plus chère. Et puis en plus de ça, on a un meilleur rendement par carcasse, parce que dans le conventionnel, tu vas utiliser 60% de la carcasse. Nous, on en utilise à peu près 85%, parce qu'on va utiliser les abats, donc le foie, le cœur, les rognons, mais on va utiliser aussi les os pour faire le bouillon d'os, qui est toujours en R&D, et puis la graisse pour faire le suif de bœuf. Et donc grâce à ça, on peut mieux valoriser l'élevage à l'herbe et donc motiver les éleveurs à aller vers ce type d'élevage régénératif. Mais donc la filière, elle n'existe pas beaucoup, tu vois. Donc on doit participer à la développer. Et donc voilà, mon plus gros problème, c'est ça. Et tu vois, si j'avais essayé de faire un plan stratégique dans ma tête et tout, j'aurais probablement passé beaucoup trop de temps à réfléchir à comment convaincre les gens d'en manger, alors que je ferais mieux de consacrer ce temps à réfléchir à comment est-ce que je convainc des éleveurs de changer leur pratique agricole. Voilà, j'espère avoir répondu à la question avec cet exemple. Donc voilà, quelle est ta stratégie pour redescendre rapidement d'un état de surcharge mentale tout en restant aligné avec tes responsabilités ? Faut accepter qu'il y a des phases intenses, tu vois, avec Féroce, surtout que quand tu es au début d'une boîte, au début, tu es un peu obligé d'être multicasquette, et puis au fur et à mesure que tu te développes, tu délègues certaines casquettes, et voilà, et donc en fait, j'ai l'impression que ça marche un peu par escalier. Tu es obligé d'aller dans le rouge, de mettre la tête sous l'eau, et puis c'est difficile, parce que tu peux pas anticiper la croissance. T'as pas suffisamment d'argent, si tu veux, pour staffer en prévision de la croissance que tu auras demain. Donc tu dois attendre d'avoir dépassé tes niveaux, pour ensuite recruter, et puis là, paf, ça descend d'un coup, parce que tu as toute une charge de travail qui est déléguée. Donc il y a forcément ces phases intenses qui sont difficiles à gérer. Pour moi, mes exutoires, c'est le sport. C'est pour ça que je parlais des gros cailloux tout à l'heure, le sport, c'est un gros caillou. C'est un truc que je sacrifie jamais. Je rate jamais un entraînement, et si je rate un entraînement, parce que je suis vraiment épuisé, je vais au moins aller marcher, mais j'en ai besoin pour ma régulation émotionnelle, pour bien dormir, pour être le père que j'ai choisi d'être avec mes filles, pour pas tomber dans des excès de colère ou ce genre de choses, être irritable avec les autres, prendre de bonnes décisions, avoir l'esprit clair, voilà. Donc le sport, tu vois, c'est un exemple. Après, j'aime bien en hiver le sauna. Le sauna, pour moi, a un effet très très apaisant, comme si je libérais les tensions physiques, mais aussi intellectuelles. Potentiellement de la méditation. Alors, pas forcément la méditation telle qu'on l'entend, où on essaie de ne pas avoir de pensée, mais plutôt une méditation d'observation de ma respiration, de mes zones et de mon corps, des différentes zones de mon corps, des bruits autour, de mes perceptions sensorielles, de la myriade de petits points et de couleurs derrière mes yeux. Voilà, c'est ce côté interoceptif, centré sur moi. En fait, si tu veux, tu as deux circuits. Tu as les circuits dopaminergiques qui te poussent vers l'action, vers l'extéroception, vers la poursuite d'objectifs. Et de l'autre côté, tu as le système Here and Now, qui est plutôt lié à l'interoception. Et donc, naturellement, si tu es dans une période très intense dans le développement de ta boîte, sur le plan intellectuel, etc., ou tes responsabilités, tu es à fond dans les circuits dopaminergiques, donc ils sont vraiment, vraiment surstimulés. Donc c'est bien de l'autre côté d'essayer d'équilibrer avec des choses plutôt here and now. Et donc le temps que je passe avec mes filles, c'est plutôt ça. Du temps à marcher sans objectif dans la nature, c'est plutôt ça. La méditation, le sauna, nager tranquillement dans le lac en bas de chez moi, voilà. Donc avoir vraiment cette perception d'équilibre. Et d'ailleurs, ça marche aussi dans l'autre sens. Si tu es dans un moment un peu léthargique où tu manques d'énergie, aller chercher plus de nouveaux projets, des objectifs et tout, qui vont être plus dopaminergiques.
Donc là, j'ai 2-3 questions sur Féroce. On me demande par rapport au poulet féroce, je propose, si vous suivez la newsletter, je vais continuer à en parler. Mais donc, on lance un projet pilote. En fait, j'ai trouvé aucun élevage de poulet qui correspondait à mon cahier des charges. Donc là, on lance un projet pilote avec un éleveur, un bâtiment entier, 4000 poulets qui vont être élevés selon les standards féroces. Ça n'existe pas. Et c'est un test. Pour être honnête, je ne suis pas certain que ça fonctionne. Il est possible que les poulets grossissent pas assez, etc., qu'au final, ça coûte trop cher. Bref, mais c'est ça qui est hyper excitant. Et donc, je fais ça avec un éleveur et puis avec la contribution d'une coopérative agricole. Et le directeur de la coop, quand je lui ai parlé de tout ça et qu'on a fait les réunions de cadrage avec les techniciens, etc., m'a dit ça fait 30 ans que je fais ce métier, on m'a jamais mis face à ce type de problématiques et de défis et de challenges. C'est d'un côté difficile et en même temps c'est tellement excitant et moi je trouve ça trop cool de tester quelque chose qui a jamais été fait. Donc tu vois, tout à l'heure je te disais j'ai aucune connaissance en élevage, en agronomie, etc. Mais je pose beaucoup de questions, je mets mes bottes, je rencontre des éleveurs, je me forme, etc. Mais malgré tout, tu vois, le fait d'être externe à un domaine, ça te permet de penser un petit peu en dehors de la boîte, d'avoir des idées divergentes qui potentiellement mènent à des révolutions. Et donc, tout ce que je fais avec Féroce, donc déjà l'idée du steak haché avec des abats dedans, mais aussi toute cette notion de recréer le lien entre la terre et l'assiette, de m'affranchir des labels en faisant mes propres analyses labo. Et donc, au final, j'ai pas besoin d'avoir un label parce que le consommateur final, lorsqu'il scanne le QR code sur les étiquettes, il arrive à la fiche de l'éleveur. Il peut avoir... Parce que tu vois, la problématique, pourquoi est-ce qu'on a besoin de label aujourd'hui ? C'est parce que les consommateurs, ils ne peuvent pas aller vérifier dans la ferme la façon dont ça se passe. Là, en scannant, tu peux accéder à la ferme parce que tu as l'interview de l'éleveur, tu as des photos, tu as ces pratiques où il t'explique comment est-ce qu'il protège l'environnement, comment il traite ses animaux, qu'est-ce qu'il leur donne à manger, etc. Tous les détails, les races, la taille de l'exploitation, bref, tu as vraiment une overview de la ferme. Et puis, c'est pas seulement du déclaratif. Il y a une obligation de résultat avec les analyses labo où je teste le profil d'acide gras, je teste la teneur en micronutriments, je teste l'absence de polluants, notamment de pesticides, de résidus médicamenteux, etc. Et ça, tu vois, typiquement, ça a un peu jamais été fait. Et pour autant, tu vois, j'en parlais avec François Lemierre, que je citais précédemment, il me dit... quelque part, c'est un peu tout... Enfin, c'est le genre de choses que j'aurais aimé faire, tu vois, mais en étant tellement dans la filière, j'y ai jamais pensé, tu vois. Donc voilà, donc je pense que le fait d'être en dehors de quelque chose, potentiellement, ça peut permettre aussi de créer des idées un peu plus créatives, un peu différentes qui changent de l'ordinaire. Donc où est-ce que je me vois dans 5 ans avec Limitless et Féroce ? Limitless, franchement, c'est... pour moi, un terreau de réflexion, c'est ma masterclass avant tout, tu vois. Donc, je me vois continuer comme maintenant. J'ai pas d'objectif de continuer à le développer plus en avant, etc. Mon temps, il est vraiment consacré à Féroce et au fait de révolutionner nos pratiques agricoles et de consommation. Et Limitless, c'est ma masterclass personnelle, c'est mon terreau de réflexion. Et je suis hyper heureux si ça contribue à aider certaines personnes à ouvrir leurs idées. Tu vois, tout à l'heure, on parlait d'essayer de ne pas tomber dans une vision duelle ou dogmatique des choses, de la nutrition, de la santé. Je pense que mon podcast et les invités que je reçois contribuent à ça. Et puis après, c'est à chacun de faire son petit bonhomme de chemin, de tester des choses, d'expérimenter. Donc, je compte continuer. Mais j'ai envie de garder, si tu veux, ma liberté, de choisir des invités qui m'intéressent, qui me passionnent et pas tomber dans la course à l'audience. Voilà. Donc, je continue ça, mais avec passion plus que professionnellement. D'ailleurs, à un moment, j'avais un sponsor, Unae. J'ai eu d'autres propositions depuis. Unae a d'ailleurs voulu renouveler, etc. J'ai aujourd'hui le luxe de ne pas avoir besoin de sponsor, notamment parce que Féroce en est un petit peu un. Également parce que j'espère que tu vois, la communauté, vous, les auditeurs, etc., lorsque je demanderai de l'aide pour un sujet ou un autre, vous répondrez présent. Et donc ça me donne une liberté, on va dire, de ton de parole, journalistique, etc., qui est totale, et je tiens à ça. Et sur Féroce, là pour le coup j'ai de grosses ambitions. Pour moi dans 5 ans c'est une boîte qui doit faire 100 millions de chiffres d'affaires, et quand je parle de ça, c'est pas pour dire que je veux des gros chiffres et je veux gagner beaucoup d'argent, surtout qu'on a un modèle avec des marges faibles et en essayant d'avoir un modèle de répartition juste qui permette à la fois à la boîte d'être pérenne pour son développement long terme, et puis de rémunérer justement les agriculteurs et les éleveurs, et tout en gardant un prix correct pour les consommateurs. Donc ça c'est vraiment le triptyque. Mais donc 100 millions, c'est plus en termes d'impact sociétal, d'impact sur les pratiques agricoles, etc. Et donc là, sur la partie pratique agricole,
Je voudrais participer à la formation des agriculteurs, que ce soit sur le végétal ou sur l'animal, lié à des modèles d'agriculture régénérative et de polyculture. La polyculture, c'est vraiment l'idée... en fait, si tu veux, on a longtemps dit que la viande rouge, c'était mauvais pour l'environnement. C'est une connerie. C'est absolument faux. C'est lié au fait que les bovins rejettent du méthane et que le méthane a un effet sur le réchauffement climatique qui est très important au début, mais qui descend très rapidement. Et donc, en fait, tu vois, imagine des cubes dans le temps. Ben, l'élevage bovin, ça va t'ajouter un cube, tu vois, de rejet de CO2, enfin de gaz à effet de serre. Et quand le deuxième cube il va s'ajouter, bah, le premier, il aura disparu. Donc en fait, tu restes sur une ligne globalement. Tandis que les rejets de CO2, notamment liés aux énergies fossiles, etc., eh ben, elles ont une durée de vie dans l'environnement beaucoup plus long, autour du millier d'années. Et donc là, c'est cumulatif, donc ça fait des effets cumulatifs. Donc tu ajoutes un cube, puis un cube, puis un cube, puis un cube. Donc le vrai problème, il est là. Et en fait, l'agriculture végétale, si tu utilises des engrais de synthèse, il y a du protoxyde d'azote dedans qui augmente justement pour le coup les rejets de CO2. Donc ceux à long terme qui disparaissent pas rapidement. Et donc, si tu veux avoir une culture végétale régénérative, donc sur des cultures extensives, donc pas des cultures intensives avec des intrants type engrais, pesticides, etc., qui appauvrissent les sols, qui tuent la biodiversité et qui polluent avec des gaz à effet de serre qui durent hyper longtemps, eh bien, tu es obligé à côté d'avoir de l'élevage animal qui va créer des fertilisants naturels et qui vont permettre justement de nourrir, d'enrichir les sols et de permettre ces cultures. Donc voilà, moi je suis un défenseur de cette agriculture régénérative. Pour moi, le sujet, c'est pas viande rouge ou végétale, c'est agriculture intensive vs agriculture régénérative. De la même manière, pour moi, c'est pas protéines animales vs protéines végétales, c'est aliments bruts vs aliments transformés. Ça, c'est un peu mon combat. Donc, formation pour les agriculteurs, etc. Financement, donc permettre aux clients de Pharos de faire via des actions de crowdfunding, de prendre des parts, des participations réelles au capital du foncier et de l'outil de production qui permettrait aux agriculteurs de s'installer sans s'endetter lourdement. Parce qu'aujourd'hui, ils s'endettent sur des décennies avec des compréhensions, des mécanismes financiers, etc. imparfaites parce que eux, ils sont super bons pour comprendre la nature, la terre et le vivant, mais pas forcément les montages financiers. Donc les laisser dans leur zone de génie et assumer la partie plus business des choses. Et donc ça permettrait en plus d'avoir une histoire qui est super chouette parce que les consommateurs féroces, eh bien, ils seraient actionnaires de ferme et ils pourraient avoir un rendement de peut-être 7% annuel en argent ou en produits issus des fermes dans lesquelles ils sont actionnaires. Donc voilà, donc ça permettrait vraiment de créer une filière souveraine d'élevage et de culture, donc d'élevage à l'herbe dans le cas des bovins, mais même de porcs en liberté, de poulets tels qu'on fait les expériences actuellement, de culture végétale, régénérative, etc. Et donc créer comme ça tout un côté de production qui est cohérente avec l'esprit et l'ADN de Pharos. L'ADN de Pharos, c'est d'abord ne pas nuire, donc c'est-à-dire qu'on propose des aliments qui sont exempts de toute forme de polluants. Quand on proposera des choses végétales, ça sera la même chose. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Ensuite, nourrir, donc avec des produits à haute densité nutritionnelle. Et enfin, durer, c'est-à-dire s'inscrire dans une vision régénérative avec l'environnement. Donc ça, c'est pour la partie agricole. Et puis ensuite, sur la partie consommation, où là, l'idée, tu vois, c'est d'ouvrir quelques flagships en France qui permettent de montrer de nouvelles façons de cuisiner, de s'alimenter. Tu vois, moi, avec un vitaliseur, justement, j'en parle souvent, pas tant pour le côté nutritif, mais parce que tu achètes n'importe quel légume de saison, tu les fais cuire 10 minutes dedans, ils sortent, ils sont excellents, tu rajoutes juste un peu d'huile d'olive, un peu de sel non raffiné, quelques herbes sauvages. À côté de ça, tu fais cuire un haché féroce, une bonne pièce de viande ou un poisson. Et ça y est, t'as un repas qui est complet, qui est délicieux, qui est parfaitement adapté à ta physiologie, sans aucune merde dedans, et ça t'a pris 10 minutes de cuisson et 3 minutes de préparation, quoi. C'est ça que j'ai envie de montrer. Donc, ces flagships, ils auront un côté pédagogique, un côté épicerie où on vendra les produits féroces, mais aussi des fruits et légumes locaux, et une partie restauration avec un plat unique tous les jours qui varie, qui permettra d'avoir un côté restauration, mais un peu paléo, tu vois, qui correspond à toute cette philosophie-là, et en même temps qui est très accessible en termes de prix parce que, étant donné qu'il n'y a qu'un seul plat, il n'y a pas de problématique liée à la pro, à la gestion des stocks, à la formation d'un cuisinier sur des recettes complexes, etc. Et en même temps, ça permet de goûter ce nouveau type de cuisine, entre guillemets, il n'y a rien de nouveau, mais cette nouvelle façon de cuisiner qui, à mon avis, est hyper cohérente avec nos emplois du temps. On dit qu'on a de moins en moins de temps pour cuisiner et que c'est l'excuse pour manger de la merde. Et le fait d'ouvrir ces lieux-là, ça sera aussi des centrales d'achat justement pour les fruits, les légumes,
qui seront locaux, donc dans le périmètre de chaque flagship, et donc qui nous permettra de lancer l'abonnement Féroce. Et l'abonnement Féroce, c'est que les consommateurs ils reçoivent directement à domicile leur viande, leur poisson, leurs fruits, leurs légumes, leur huile d'olive, leur vinaigre de cidre fermier, etc. En fait, tout ce qu'il faut pour vivre le protocole Féroce et donc avoir une santé optimale qui est à la fois parfaitement adaptée à la physiologie humaine, à la santé humaine, exempte de polluants et de composés nocifs et en même temps respectueuse de l'environnement et du bien-être animal. Donc ça, c'est la vision à 5 ans de ce que j'aimerais faire. Donc voilà, moi après j'ai d'autres questions sur Féroce. Combien est-ce que j'ai d'employés? Comment est-ce que je fais pour les recruter? Ça c'est un point intéressant. Avant, sur mes précédentes boîtes, je me fondais surtout sur des hard skills, c'est-à-dire je cherchais des gens qui correspondaient à une fiche de poste. Maintenant, je m'intéresse autant aux hard skills qu'aux soft skills, c'est-à-dire à l'alignement en termes de valeurs, de mission. Et donc, je veux des gens qui vibrent avec l'esprit féroce. Je reçois plein de candidatures spontanées, de profils absolument géniaux. Mais encore une fois, mes recrutements, ils sont liés au goulot d'étranglement. Donc, quand j'ai pété un goulot d'étranglement, une fois que j'ai mis en place un process, etc., et ben, potentiellement, je le délègue à un responsable. Et donc, si c'est une compétence que j'ai pas en interne, ben, je vais le recruter. Donc, pour l'instant, on a Constance, ma femme, qui s'occupe des ops, donc de l'opérationnel. On a Émilie qui s'occupe de la préparation des commandes et du SAV. On va certainement recruter une deuxième personne sur cette même chose. D'ailleurs, à noter que, tu vois, le SAV, c'est pas juste répondre aux problématiques de livraison ou de questions sur le paiement. Émilie, elle a suivi une partie de la formation du centre de l'Hormèse dont je parlais précédemment de mon ami Pierre Dufraise pour connaître la physiologie humaine, la nutrition, etc. et être capable de vraiment conseiller les clients. Donc voilà, donc j'ai vraiment cette volonté d'excellence. Ouais, chez Féroce, j'aime bien dire l'excellence sinon rien, et c'est vraiment un adage qu'on essaie d'appliquer à tout ce qu'on fait, dans notre création de contenu, dans les livrets, dans la préparation des commandes, dans le SAV. Alors bien sûr, il y a des choses qui sont pas parfaites et on doit les améliorer, et on est toujours dans ce processus itératif, mais ça fait partie de nos valeurs fondatrices. Donc voilà, j'ai Camille qui est stagiaire et qui nous aide sur plusieurs sujets. Solène, la femme de JB Bourgeois, qui est membre de notre comité scientifique, qui est médecin urgentiste, médecin du sport et qui participait aussi à l'organisation des festivals Limitless. Et ben Solène, elle s'occupe des relations extérieures, influenceurs et événements, parce qu'on essaie d'organiser des événements. Et d'ailleurs, ça me fait penser, on m'a demandé s'il y aurait un festival Limitless. Donc effectivement, cette année, on voulait en faire un. Et puis, on n'a pas pu parce que je voulais un format un peu hybride en nature, etc. Et en réalité, on n'a pas eu les autorisations nécessaires pour le faire. Et en même temps, tellement de projets que trop de temps pour organiser autre chose. Mais par contre, l'année prochaine, j'aimerais organiser les Féroce Games. Et donc ça, l'idée, c'est pour moi la notion de lien. Tu vois, je parlais tout à l'heure de rétablir le lien entre la terre et l'assiette. Cette notion de lien, elle est essentielle. Et les Féroce Games, c'est vraiment l'illustration de ça. Donc le matin, ça sera un peu une compétition type CrossFit Games, sauf que ça sera avec des agrès de la ferme. L'après-midi, ça sera des défis en nature pour toute la famille, de 3 ans à 90 ans, tu vois. Donc vraiment, l'idée, c'est qu'on puisse tous s'amuser, se challenger, partager des temps ensemble. Et le dimanche, il y aura des parcours de trail et de randonnée au milieu de nos élevages, notamment, qui sont hyper bucoliques, un peu vallonnés, avec une biodiversité, une flore et une faune incroyables. Et en même temps, ça permet de voir d'où viennent nos vaches. Donc voilà, et donc ça va être entrecoupé de moments pédagogiques et puis de repas avec des chefs, etc., qui sont présents. Et voilà, et donc on a le lien entre les sports, les différents sports, tu vois, les sports plutôt liés force, crossfit, calisthénie, Aerox, le côté plutôt famille avec des gens de tout âge et puis de toute santé, de tout type de santé, et puis l'aspect plus endurance avec le lendemain, avec la partie trail, randonnée. Et donc voilà, et donc tout ça autour et dans des endroits qui permettent aussi de revaloriser ce monde de la campagne, parce qu'aujourd'hui il y a une vraie fracture entre le monde citadin et le monde agricole, et je pense que ça pose énormément de problèmes, même de conscience dans ce qu'on mange, tu vois. Manger une viande cellophanée que tu as achetée en grande surface, VS avoir vu où elle a vécu dans des prairies naturelles, sauvages, comme ça, en liberté, ça n'a rien à voir en termes de conscience de ce que tu fais. De la même façon que si tu as déjà fait l'expérience de faire pousser une tomate dans ton jardin, tu la vois pousser petit à petit, mûrir, rougir. Quand tu la récoltes, tu es content de la manger, de la partager, et tu vas avoir une... je pense qu'elle aura 10 fois plus de bienfaits sur ta physiologie parce que tu as tout ce côté émotionnel qui vient s'y ajouter.
Bon bref, il y a d'autres questions encore sur la partie business, mais je passe à la suite parce que il me reste plus qu'un quart d'heure. Donc on a soit la partie sport, soit la partie là. Ok, bon, allez, on va faire la partie sport. Pop. J'essaie de sélectionner un petit peu parce que... Donc déjà, comment est-ce que j'ai développé mon mental pour endurer d'aussi longues et difficiles conditions? Donc parce que j'ai fait des ultra-trails en autonomie dans les endroits les plus extrêmes. Enfin, en tout cas, c'est le projet. Donc là, pour l'instant, j'ai fait le désert avec 55 degrés la journée. J'ai fait la jungle amazonienne qui était un environnement extrêmement brutal. Donc les conditions météo étaient plus accessibles. Mais par contre, la végétation, le dénivelé, le terrain, etc., c'était vraiment, vraiment difficile. Puis bon, c'est quand même long, tu vois. Pendant une semaine, t'es complètement déconnecté du monde, sans aucun confort. Genre dans mon hamac, je cours plusieurs dizaines de kilomètres tous les jours en autonomie, donc en portant tout sur mon dos, ma nourriture, etc. Enfin, voilà. Et donc évidemment, bah, là-dedans, t'as des moments de joie où t'es fier de toi, où t'as l'impression de te dépasser et de transcender. Et généralement, dans ces moments-là, eh bien, t'as une espèce d'énergie folle qui te permet presque de survoler tout, et puis tu as l'impression d'être en état de flow et d'aller super vite et tout va bien. Et puis à l'inverse, ben, si tu es plutôt dans une période cercle vicieux, c'est un peu autocatalytique dans les deux sens. Tu vois. Quand ça va bien, tout va bien, et quand ça va mal, ben, tout va mal et c'est de pire en pire, quoi. Et donc il faut savoir, de toute façon, avant même de te lancer dans n'importe quelle aventure un peu longue et difficile, il va forcément, ou un ultra-trail, de l'alpinisme ou autre, il va forcément y avoir des moments qui vont être difficiles. Tu le sais à l'avance. Donc je pense que la meilleure façon pour faire face à ça est probablement que... C'est pour ça que je trouve que la question est intéressante, parce que c'est la même chose pour faire face potentiellement aux défis de la vie. Tu vois, la vie, elle est jamais linéaire. C'est jamais une ligne droite. C'est pas un trottoir bien pavé, etc., où tu dois toujours marcher. Voilà. D'ailleurs, j'aime bien cette image. Si tu prends l'habitude dans ta vie de marcher toujours sur un trottoir, bah, le jour où il y a un arbre qui tombe devant toi, ça va être hyper aversif et difficile. Tandis que si tu as l'habitude de marcher sur un chemin de forêt, bah, s'il y a un arbre tombé, tu passes par-dessus et c'est juste la normalité. C'est pour ça que je te disais que moi, ma gestion des problèmes, en fait, elle est assez facile parce que j'ai toujours l'habitude d'en gérer. Et donc justement, tu vois, je pense que l'erreur sur le plan mental, c'est de tout préparer. Tu vois, tu planifies ta nutrition, ton matériel, tu t'es bien entraîné, tu visualises éventuellement, etc. Tu vois. Et ça c'est que des bonnes choses, hein. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas faire tout ça, mais du coup, il faut pas tomber dans le piège de penser que par conséquent, tu maîtrises ce qui va se passer. L'environnement est une variable que tu peux pas prendre en compte. C'est exactement la même chose dans la vie. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il vaut mieux se confronter quand tu lances un projet entrepreneurial rapidement au marché et être dans un processus de rétroaction, rétro-feedback perpétuel, plutôt que de faire des plans stratégiques sur le long terme. Et donc, il faut être capable de t'adapter rapidement. La capacité d'adaptation, que ce soit dans la vie, dans le trail ou dans des aventures comme je l'ai fait, je pense que c'est la chose la plus importante. Et donc, comment est-ce que tu cultives ça au quotidien? Notamment, à mon avis, en faisant des choses difficiles, des choses que tu n'as pas envie de faire. Nos neurones inhibiteurs, c'est ceux qui te permettent de favoriser ta raison à ton instinct. Tu vois, je te donne un exemple très concret. Tu as décidé de manger un carreau de chocolat. Tu manges ton carreau de chocolat. C'est super bon, c'est sucré, etc. Naturellement, tu as envie d'en manger un deuxième. Alors même que initialement tu t'étais dit, j'en mange qu'un. Là, tu as deux choix qui s'offrent à toi. Soit tu cèdes à ton envie, tu manges ton deuxième morceau de chocolat. Soit tu écoutes ta raison, c'est-à-dire l'engagement que tu avais pris avec toi-même à la base, et tu ne manges pas ton carreau de chocolat. Dans cette deuxième option, même si on est d'accord, le carreau de chocolat, que tu en manges un ou deux, ça ne va pas changer grand-chose d'un point de vue calorique, etc. Enfin, ça fait un peu plus de calories, mais c'est pas ça qui va te faire devenir obèse. Mais en refusant de manger ce deuxième carré de chocolat, tu entraînes ce qu'on appelle les neurones inhibiteurs. C'est ceux qui te permettent de favoriser tes choix conscients, de prendre la décision consciente de la courbe de ton destin, plutôt que d'être le pantin du courant. C'est aussi la raison pour laquelle je trouve que les douches froides sont un outil aussi puissant. Les douches froides, ça a été hyper à la mode et en même temps, c'est hyper critiqué. Voilà, tout le monde a son avis dessus, etc. Moi, j'en fais depuis plusieurs années, j'adore ça. J'adore ça pour plein de raisons. Je pense qu'effectivement, potentiellement, il y a des adaptations physiologiques qui peuvent être intéressantes, même si, selon le moment de la journée et le contexte, ça peut être controversé. Je pense que ça augmente la sécrétion de catécholamine, donc d'adrénaline et de cortisol. Donc, si tu en prends le matin, potentiellement, tu as plus de focus et de concentration. Et moi, en tout cas, je m'en rends compte. J'ai tendance à être
plus efficace et plus concentré quand je prends une douche le matin. Mais surtout, la douche froide, elle est toujours inconfortable. Et donc, c'est toujours une bataille un petit peu contre ton cerveau, contre toi-même, entre la décision que tu as prise de prendre ta douche froide et le moment où tu es face à la douche, où il faut tourner le robinet et où là, ton cerveau est toujours capable de trouver 1000 excuses. Il est toujours capable d'une créativité folle pour chercher une excuse et essayer de dealer avec toi-même. Parce que je parlais tout à l'heure des ruptures de cohérence. Pour réussir à accepter le fait de contrevenir à une décision qu'il a prise, il faut qu'il arrive à donner du sens à sa décision. Donc, il va trouver une excuse de j'en ai déjà pris une hier et puis je suis un peu plus fatigué aujourd'hui ou je me sens un petit peu malade ou un petit peu ceci ou un petit peu cela ou machin. Bref, peu importe. Mais c'est justement ça qui est intéressant. S'il n'y avait pas cette bataille-là, les douches froides, franchement, elles n'auraient pas beaucoup d'intérêt. Mais grâce à ça, si tu décides malgré tout de la faire, ben déjà, t'envoies un signal que c'est moi qui maîtrise mon dessin, c'est moi qui décide de la courbe de ma journée, et je trouve que ça catalyse toutes les autres décisions que tu vas prendre dans ta journée. Donc, c'est un petit acte anodin, mais qui va modifier toute l'expression de ta journée. Ben voilà, c'est juste un exemple, mais c'est aussi le fait de, potentiellement, tu fais une série de squats. Les squats, c'est potentiellement l'exercice le plus aversif qui soit, surtout si tu le fais un peu en série longue, quand tu commences à avoir les quads qui congestionnent, et puis si tu fais du squat avant ou du squat gobelet, ben, tu as tout le gainage qui est engagé, donc en plus tu te sens un peu étourdi, avec peut-être un peu de mal à respirer. C'est dur de continuer. Ben, typiquement, si tu te tiens au nombre de répétitions que tu avais décidé de faire, c'est pareil, tu as ces mêmes intérêts et bénéfices. Et puis c'est aussi au quotidien, tu vois, l'idée de tu as deux chemins qui s'ouvrent à toi, tu en as un qui descend ou qui est plat, et puis tu en as un autre qui monte, ben, toujours choisir le plus difficile. Tu vois, là, je suis à Paris, systématiquement, si j'ai la possibilité de marcher, si j'ai la possibilité de prendre des escaliers, même s'il y a plusieurs étages, alors qu'il y a un escalator à côté, je vais prendre ces chemins-là. Voilà, donc il y a ça. Et puis après, de façon plus spécifique, eh bien, se mettre en condition. Donc là, en l'occurrence, je fais tous les mois et demi, 2 mois, un week-end choc où pendant 2 jours ou 3 jours, donc pendant un week-end en général, je vais courir en nature avec des gros volumes de trail. Donc rando-course plutôt, parce que en fait je marche dans les montées, je trottine sur les plats et puis je trottine en descente, mais c'est plutôt une faible intensité. Et où là je me mets en condition, je passe quand même beaucoup de temps dehors, donc il y a forcément des moments où je vais être fatigué, où je vais avoir des douleurs, où je vais pas avoir envie de continuer, etc. Donc je m'expose à ça. Il va y avoir des impondérables, des inconnus. Peut-être que je vais courir un peu de nuit. Quand tu cours un peu de nuit, ben, le paysage change. Et puis peut-être que tu peux avoir un petit peu peur parce que tu te dis, bah tiens, si je me fais une entorse, là, il y a personne qui se promène sur ces chemins. Je vais être un peu livré à moi-même et peut-être que voilà, je parlais des loups tout à l'heure, j'entends des cris de loups, etc. Voilà, ça te rappelle naturellement à des instincts en fait hérités de notre passé, tu vois, le chasseur-cueilleur, où justement, bah, à cette époque, si tu étais tout seul dans la nature la nuit, en général, tu passais pas la nuit, quoi. Donc voilà, et donc tout ça, petit à petit, ben, te mène à des adaptations et à réduire un peu le seuil laminaire à partir duquel ta peur se déclenche et augmenter ta capacité à t'adapter parce que, ben, voilà, à un moment, tu passes par-dessus une rivière, parce que tu vas avoir un problème, un truc qui te déchire, j'en sais rien, tu vois, je peux pas savoir à l'avance ce qui va se passer, mais il se passe toujours un truc et donc c'est ça qui, petit à petit, t'apprends à gérer les trucs. C'est la même chose dans l'entrepreneuriat où, ben, à force. Tu vois, quand j'étais un jeune entrepreneur, bah, potentiellement, il y avait plein de choses qui me faisaient peur. Et puis aujourd'hui, j'ai acquis la conviction que j'ai suffisamment de capacités, de connaissances et de méthodologie pour faire face à n'importe quelle problématique parce que j'ai plein de croyances ressources, d'ancrage, si tu veux, dans mes croyances passées, de fois où j'ai réussi à surmonter une situation difficile. Et donc tout ça, c'est un peu comme un capital. Un capital qui aujourd'hui me donne une force hyper importante parce que je sais que quoi qu'il se passe dans ma vie, et d'ailleurs c'est ça qui me permet de ne pas avoir peur, tu vois, de miser mon argent. Tu vois, avant, pendant longtemps, je ressentais pas une forme d'abondance ou de sécurité financière parce que j'ai pu en manquer parfois ou eu l'impression d'en manquer dans mon enfance. Et donc je gardais un peu mon argent comme un trésor de guerre. C'est un truc qui pouvait me faire peur. Aujourd'hui, j'ai plus du tout ça parce que je sais que j'ai suffisamment de ressources internes pour réussir, tu vois. Donc, je sais que demain, si je perds tout, c'est pas grave, j'arriverai à reconstruire. Et qu'en plus de quoi, je me suis aperçu que les données financières, elles offrent le luxe de dédier du temps à des choses qui sont porteurs de sens pour toi. Donc, c'est pas quelque chose de négligeable. Mais ce qui m'apporte le plus de satisfaction, en réalité, moi, je suis très peu dépensier. Ce qui m'apporte le plus de satisfaction, c'est les émotions, c'est les vraies aventures de vie. Et pour ça, j'ai pas besoin, même si là, je fais des courses un peu extrêmes à l'autre bout de la planète, j'ai pas besoin de ça. Je peux partir en bas de chez moi, juste marcher dans la montagne, faire un bivouac avec ma femme et mes filles, ça va être incroyable, tu vois. Donc, voilà, donc le fait de t'exposer à l'adversité, à des choses qui te font peur, petit à petit, eh bien, ça te crée des croyances ressources. Et ces croyances ressources, c'est vraiment
une mine d'or. D'ailleurs, je me souviens, c'était David Goggins qui disait dans son livre, lui, à chaque fois qu'il a continué, alors que c'était difficile, etc., ou qu'il a surmonté des choses, il a engrammé ce souvenir et il l'a mis dans ce qu'il appelle une boîte à cookies. Donc les cookies, c'est justement toutes ces fois où il a réussi à se surpasser, à terminer une course de 100 miles alors qu'il avait la jambe pétée, par exemple. Et, et donc, quand ça va pas, tu vois, quand il est de nouveau face à une situation comme ça un peu difficile, il prend un cookie dans sa boîte et ce souvenir, en fait, l'aide à continuer. Donc en fait, plus tu réussis des choses extrêmes, plus tu es capable d'en faire. Donc voilà, donc là, j'ai pas mal d'autres questions qui sont longues et il me reste que 6 minutes. Donc du coup, qu'est-ce que je vais sélectionner comme question rapide? Donc le sport, on n'en aura pas beaucoup parlé, donc il faudra vraiment que je refasse un nouvel épisode. Allez, une dernière. Quelqu'un qui s'est fait une fracture de fatigue et qui me demande comment la guérir, comment éviter une récidive et soigner son mood. Moi, ça m'est arrivé aussi. Quand j'ai commencé à courir, c'est parce que je m'étais challengé en me disant je vais m'inscrire à une Spartan Ultra. Donc, c'est une course de 50 km, 3500 mètres de dénivelé et 60 obstacles. C'est justement suite à une conversation avec JB. Je me suis dit, vas-y, c'est challengeant et tout. On s'inscrit. Et je courais pas du tout à cette époque-là. Donc, full partir dans l'inconnu. Mais donc, je fais toujours la même chose, tu vois. Quand j'ai une idée comme ça, je m'engage d'abord, je construis le plan après. Parce que si tu commences déjà à réfléchir, etc., tu vas trouver 1000 raisons de ne pas le faire, de dire que tu n'es pas prêt et tout. Donc, j'ai acheté mon dossard, après j'ai construit le plan. Force est de constater que le plan n'était pas parfait. Parce que, contrairement à la musculation, où tu es naturellement limité par la puissance de tes muscles et ta capacité à développer les barres, eh bien, en endurance, tu peux facilement, surtout si tu es capable d'inhiber un petit peu tes systèmes de la douleur ou de l'envie de t'arrêter, eh bien, tu peux facilement toujours en faire plus. Et donc, ça n'a pas manqué. J'ai augmenté trop rapidement le kilométrage hebdomadaire et je me suis fait une fracture de fatigue également. Donc là, dans notre ami, malheureusement, il avait une course qui était prévue pour son anniversaire. Et donc, évidemment, sur le côté mindset, c'est difficile à vivre. C'est pour ça que c'est important, je pense, d'avoir un gros objectif et puis aussi potentiellement des objectifs intermédiaires ou des objectifs de moyens. Comme ça, même si tu ne peux pas atteindre ton gros objectif, tu t'aperçois quand même que tu as progressé sur des choses intrinsèques. Tu vois, par exemple, un objectif de moyen, ça peut être améliorer ton économie de course, ta durabilité, ceci ou cela, ta respiration. Et donc, au final, tout le processus de préparation, il n'avait pas que comme finalité de te permettre d'atteindre l'objectif, mais il t'a aidé à développer des qualités intrinsèques qui sont des espèces de capitaux à vie. Donc ça, c'est une petite récompense pour le côté mindset, même si moi, si j'étais à sa place, forcément, t'es dégoûté, quoi. Tu t'es entraîné pendant peut-être des semaines, des mois pour réussir ton objectif et tu peux même pas prendre le départ. C'est très, très dur. Et d'un autre côté, tu vois, il y a des histoires comme ça d'athlètes de haut niveau qui sont blessés. Et en réalité, c'est la meilleure chose qui leur soit arrivée parce que c'est une période que le corps a utilisée. Le sport, c'est vraiment une forme de désadaptation et après, il faut récupérer pour se suradapter. Et donc, justement, quand on en fait trop et qu'on a tendance à trop s'entraîner, parfois, on manque de temps d'adaptation. Et donc, ces périodes de pause un peu forcées permettent justement de maximiser les gains et on réduit les blessures qui sont arrivées par la suite. On peut utiliser aussi la dépolarisation de Pierre David. J'ai enregistré un épisode sur le sujet. Et donc lui, il propose un exercice, c'est de trouver 50 avantages à échouer et 50 inconvénients à réussir. Et là, tu dis, quel avantage il y a à échouer? Par exemple, lui, il fait ça notamment avec des champions olympiques pour leur éviter de trop polariser. On a tendance à polariser les choses, à se dire, si je réussis pas, je suis une merde et puis ma vie s'arrête, quoi. Surtout pour des athlètes olympiques qui s'entraînent toute leur vie pour ça, tu vois. Et donc, le fait d'être de se mettre tellement de pression et de tellement polariser leur nécessité de réussir, les rend en réalité moins capables et moins présents à leur réussite. Donc, ça diminue leur performance. Donc, lui, en préparation mentale, il leur fait faire cet exercice-là. Et dans les 50 inconvénients à réussir, par exemple, si j'ai la médaille d'or, je vais devoir répondre à des journalistes, faire une tournée, machin, etc. Tout ce temps-là, je ne pourrais pas l'utiliser, avoir ma famille, alors que je viens d'avoir un enfant qui est né et qui a 2 ans et j'aimerais passer plus de temps avec lui. Ça, c'est un exemple. Dans les avantages à échouer, je voulais me former en naturopathie, par exemple, parce que je suis passionné par ce sujet, etc. Mais je m'entraîne tellement que je n'ai pas le temps de le faire. Voilà, si j'échoue, potentiellement, je pourrais dédier du temps à ça. Donc, je trouve que c'est intéressant de faire cet exercice-là, potentiellement, même quand tout va bien, justement, pour préparer à l'avance, justement dépolariser, enlever la polarisation du fait que je dois absolument réussir, et en cas d'échec, mieux vivre l'échec. Et de l'autre côté, même sans échec, ça te permet de voir si tu es vraiment aligné avec ton objectif. Parce qu'en faisant cet exercice, tu peux peut-être te rendre compte qu'en réalité,
Ben non, en fait, tu te rends compte que tu fais beaucoup plus de sacrifices que tu pensais, que tu les fais pas forcément pour la bonne raison, que c'est par rapport à ton ego, à ton image de soi, à ta représentation de toi dans la société, mais que c'est pas quelque chose qui est profondément aligné avec ton cœur, avec toi-même, avec le sens que tu veux donner à ta vie. Et dans ce cas-là, peut-être qu'en réalité, ce que tu pensais être un objectif en est pas un. Pour éviter la récidive, je renvoie pas mal aux travaux de Blaise Dubois. Je pense que son livre là sur la clinique du coureur, il est vraiment top. Mais globalement, c'est la quantification du stress mécanique. L'idée, c'est pas d'arrêter c'est pas de rien faire pendant le temps de la réparation. Aujourd'hui, on sait que le mouvement, c'est quand même fondamental. Avant, les anciennes doctrines, que ce soit les kinés, les médecins du sport, etc., recommandaient d'arrêter de bouger pendant 1 mois, 2 mois. Maintenant, on voit que le mouvement et la contrainte est un stimulus qui permet au tissu de se réparer dans le bon sens et d'avoir des fibres qui ensuite seront capables de faire face à la contrainte. Tandis que sinon, elles vont partir en pagaille dans tous les sens et ça va faire un tissu fibrosé qui va pas du tout être résilient et capable de revenir au meilleur de sa forme. Donc, moi, je conseille de recommencer à bouger dès que possible et de bouger autour de la douleur. Et ça, c'est un conseil général, fracture de fatigue, tendinite, etc. Et bouger autour de la douleur, ça veut dire quoi ? Soit sur des zones périphériques qui sont pas douloureuses. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, sur la zone qui est lésée. Donc peut-être qu'il y a des mouvements qui ne sont pas douloureux, donc les faire. Et s'il y a des mouvements qui sont douloureux, garder une intensité douleur, une intensité douleur en dessous de 2 à 3 sur 10. Et surtout que le lendemain, la douleur, elle n'est pas augmentée. Donc si, par exemple, tu es capable de marcher 3 minutes et puis de courir 30 secondes, donc tu vois, tu peux faire des fractionnés marche-course. Ça, c'est un protocole de la clinique du coureur que tu peux trouver, tu regardes dans les protocoles de remise de blessures. Et donc voilà, donc, globalement, tu vas peut-être faire 4 séries où tu marches pendant 2 minutes et puis tu cours pendant 20 secondes. Ça permet déjà de rajouter un peu de stress mécanique sans qu'il soit trop important, avec toujours cette règle de ne pas dépasser 2-3 sur 10 de douleur pendant l'effort. Et le lendemain, que la douleur n'est pas augmentée. Donc, si tu as l'habitude de te lever sans douleur, il ne faut pas qu'il y ait de douleur qui apparaisse. Et si tu avais l'habitude de te lever avec une douleur de 2 sur 10, que ça soit toujours à 2 sur 10. Et à partir du moment où tu respectes ça, tu te remets en mouvement et puis petit à petit, tu bouges de plus en plus. Et comme ça, tu guéris de ta blessure de façon efficiente en augmentant petit à petit le stress mécanique. Et après, comment est-ce que tu continues à t'entraîner sans te reblesser ? Justement, avec une augmentation de 10 à 20% hebdomadaire du volume sans augmenter trop vite ce volume, tout en faisant attention à ton alimentation pour avoir une alimentation qui est riche en nutriments essentiels, en protéines, en lipides de qualité, en vitamines, en minéraux et potentiellement pauvre en produits inflammatoires, pro-inflammatoires comme les produits ultra transformés, les huiles de graines, donc tout ce qui est huile de tournesol, etc., qui sont trop riches en oméga 6, certains oléagineux qui sont trop riches en oméga 6, la viande rouge nourrie au soja et au maïs qui est trop riche en oméga 6, etc. Et potentiellement, plus de viande nourrie à l'herbe, poisson gras type sardine, etc. Tous les oméga 3 qui vont être utiles. Puis aussi les sources de collagène et de glycine, comme les bouillons d'os ou même une complémentation en glycine. Bon voilà, je viens de dépasser de 2 minutes la réservation du studio. J'arrête cet épisode hors série de questions-réponses. Il restait encore beaucoup de questions. Merci pour toutes vos questions. Si le format vous a plu, dites-le moi en commentaire et j'en referai un pour traiter tout ce qui reste et puis celles que j'aurais peut-être reçues à la suite de cet épisode. Merci encore pour votre fidélité et puis si vous voulez soutenir le podcast, parlez-en autour de vous parce que justement, j'ai plus de sponsors ni rien. C'est simplement dans le but d'essayer de partager des connaissances à un terreau de réflexion utile. Donc n'hésitez pas. Si vous voulez me suggérer des invités, en parler à vos copains, etc., faites-le. Et puis, je vais bientôt lancer les précommandes de mon livre. C'est vraiment important pour qu'il fonctionne en librairie, parce que les libraires regardent le niveau de précommande pour le mettre en avant. Donc, si vous voulez me soutenir, vous pouvez faire ce petit geste. Je pense qu'il va coûter 20 €. Moi, je gagne quasiment rien dessus. Je crois peut-être 1 € par livre, un truc comme ça. Mais c'est une façon d'asseoir mon autorité, donc potentiellement après, de continuer à inviter des invités passionnants. Merci et bonne journée.